Je me rappelle même où c'était et à quelle heure c'était. C'est un truc de fou. Où j'ai eu cette espèce de certitude qu'il fallait créer une école pour les indépendants. Parce qu'il allait y en avoir de plus en plus en France, que c'était la transformation du travail, que c'était un des grands mouvements en fait. Nous, si je résume, Envie, c'est une école de vente. C'est comment aller au charbon chercher tes clients avec les dents, sans te décourager, avec beaucoup de niaque, beaucoup de détermination, pour faire en sorte qu'à la fin du mois, tu atteins ton point d'équilibre, tu es même plus que ça, tu as suffisamment couvert tes charges et puis généré de revenus pour te payer et puis payer d'autres prestats pour faire ce que tu sais pas faire. Ta cible, ton offre, ton modèle éco, là, on travaille énormément. C'est simple quand tu es freelance, mais tu peux avoir plein de façons d'aller chercher des sous. Vendre son temps, moi je trouve ça hyper difficile. Je trouve ça hyper casse-gueule en fait. Et donc l'idée c'est est-ce que je peux pas vendre des packages, est-ce que je peux pas vendre de l'abonnement, est-ce que je peux pas... En fait on titille un peu cette façon de gagner de l'argent. Et puis surtout c'est combien tu veux gagner par an, ok. C'est quoi ton panier moyen, d'accord. Donc ça veut dire qu'il te faut tant de clients par an. C'est réaliste. Ah, il t'en faut 3000, je crois qu'on va pas y aller. Donc, on va changer ton pricing. Enfin, tu vois, on est vraiment, c'est du super pragmatique. Et une fois que tu as travaillé sur ton besoin, ton offre et ton modèle éco, et ben là, il y a toute la partie de la formation qui est dédiée à la vente. Parce que je trouve qu'en fait, quand on fait une formation ou une école, en fait, moi, toi qui crois aussi beaucoup dans le réseau, je pense que tu vas être d'accord, c'est que la formation, ça a de la valeur, mais le côté communautaire a tout autant de valeur. Parce qu'en fait, tu as accès à un réseau et aussi parfois, le problème quand tu es indépendant, c'est que tu te lances dans le business, c'est que tu connais pas grand monde, tu n'as accès à aucun réseau, on t'ouvre pas les portes. Moi, je suis personne pour dire à quelqu'un ton business il marchera jamais. Mais qui est-on quoi pour dire ça Mais en revanche, tu peux dire c'est pas le bon moment pour toi. Il y a des paramètres que tu n'as pas vus et que quand tu vas les voir, tu vas te dire ah mais c'est pas bon. Salut Catherine, comment tu vas ? Salut Andrea, ça va bien ? Merci Toi d'avoir accepté mon invitation, c'est très sympa de ta part. Ouais, c'est sympa, c'est parce que j'ai vu Ben Chemla en fait. Ah, c'est pour ça. Comme quoi, ça sert d'avoir d'autres invités qui se connaissent, parce qu'il y a la confiance et peut-être que tu serais peut-être pas venu comme ça. C'est sûr. Tu connaissais pas. C'est possible. Est-ce que tu es bien installé là pour démarrer ? Super, et toi ? Hop. Ouais, toi très aussi bien. On est un peu comme dans des bulles, dans des boules, je sais pas. C'est mon nouveau setup. Avant, c'était un côté un peu droit sur la table, un peu militaire. Là, c'est une ambiance plus cosy. Je pense que ça peut mieux marcher en format podcast. On va voir. Si je m'endors, tu me réveilles. Voilà. Et alors, par quoi commencer ? J'ai plein de questions pour toi. Et ce qui m'a fait rire, entre guillemets, c'est le fait que tu aies démarré en lançant une agence digitale quand moi, j'avais peut-être pas encore lancé la mienne. Et du coup, pour moi, tu es un peu précurseur dans le monde du digital. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le début de ton parcours ? D'accord, mais c'est pour ça que tu m'as invité, parce que moi je me suis demandé, pardon, mais pourquoi tu as pensé à m'inviter ? Ouais, alors j'ai pensé à toi plus pour la boîte que tu développes en ce moment, Envie. D'accord. Parce que j'ai été freelance pendant 5 ans. D'accord. Et j'ai plein de questions et j'aimerais bien échanger sur le sujet des indépendants. Ok, alors on a plein de sujets, on y va, on est à fond. Donc tu me ramènes au tout début en fait de mon histoire. Allez, quand j'ai commencé à travailler. Moi je sortais de l'œuvre, je sortais d'école de commerce. L'internet était à peine naissant, t'étais même pas né toi. Et puis j'arrive et c'est le hasard des rencontres. C'est exactement comme ce qui t'est arrivé probablement. Et j'avais fait un concours, tu vois, organisé par le syndicat de la presse. C'était l'arrivée d'Internet en France et son impact sur la lecture de la presse. Tu pouvais gagner une coquette somme d'argent. Je me suis dit, c'est cool, je vais participer à ce concours et ça va être mon mémoire de fin d'études. Et je suis arrivée comme ça. J'ai gagné le premier prix. Et il se trouve que la présidente du jury, qui s'appelait Viviane Pratt, c'était la présidente de OMD, une agence média qui appartenait à DDB, BDDP. Excuse-moi, je suis désolé. C'est la première fois que ça m'arrive. Désolé. Bravo. Attends, je vais étendre. Excuse-moi, c'est moi. C'est grave. Non, mais moi, je suis tellement à l'aise que j'éteins plus mon téléphone. Tranquille. Non, mais c'est tout ça pour dire que c'est le hasard qui fait ton histoire et le hasard des belles rencontres. Et donc, cette dame qui était la présidente du jury, eh bien, elle était présidente d'une agence média et elle m'a dit nous, c'est votre truc internet, là, nous, on n'y connaît rien. En revanche, on a plein d'annonceurs à qui on vend de la pub en presse, affichage, télé, radio. Il y en a de plus en plus qui nous disent c'est quoi ce truc internet ? Vous avez l'air de vous y connaître. Venez chez nous. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier job en agence média pour développer toute cette dimension-là de l'agence. Chez OMD, du coup, qui est encore aujourd'hui l'une des plus grosses agences mondiale, je pense, du digital. Voilà. Et donc, tu vois, je suis arrivée, j'avais juste peut-être quelques mois d'avance sur les Français. J'avais juste passé 6 mois à New York avant. Et j'avais pu voir ce qu'était, mais je n'avais pas d'expertise, tu sais.
À un moment, tu as une opportunité qui passe, un train qui passe, il faut monter dedans. Il n'y avait pas vraiment d'école en plus à cette époque dans le digital. Aujourd'hui, on n'a toujours pas. Donc, non, il n'y en avait pas. Et puis surtout, il n'y avait rien. Enfin, il y avait pas. Je me rappelle d'une première réunion de l'IAB, Internet Advertising Bureau, qui venait de se créer 2 semaines avant et qui disait on va inventer les formats publicitaires. Tiens, si on faisait des rectangles, ah ouais, super idée. Et puis si on pouvait cliquer dessus, ah génial. Et puis ça mènerait vers un autre site. Enfin, tu vois, j'avais l'impression d'assister vraiment à la genèse. Tu as devant toi vraiment une rescapée du Jurassique supérieur du digital. Super intéressant. Et alors du coup, comment t'es arrivé ensuite à te lancer toi-même dans l'entrepreneuriat finalement de cette expérience-là? Je crois que j'ai vu que tu as été recruté par Marc Simoncini dans e-France. Oui, c'est ça. C'est toujours la même histoire. C'est le hasard des rencontres. Moi, je suis en agence média, je commence à recruter des gens. On a un client, puis 2, puis 3, puis 10. C'est vraiment le tout début. Et puis un jour, on fait une campagne de pub je crois que c'était pour Sony Music d'ailleurs, sur un site qui s'appelait e-France, que je connaissais pas très bien, mais qui avait une belle audience. Ça appartenait au top 15 ou top 10 des sites français à l'époque. Et une campagne de pub, c'était un hébergeur de blog en fait. Et pour me remercier, les patrons, les fondateurs m'invitent à déjeuner. Et à la fin du déj, ils me disent tu veux nous rejoindre comme DG. Je trouve ça intéressant de montrer comment les rencontres en fait ont une importance énorme dans notre parcours. Et tu le sais toi-même, j'imagine, il faut sortir de chez soi. Exactement. Et moi, c'est un peu aussi mon histoire, c'est qu'on en parlera après, mais j'ai été freelance pendant 5 ans. Et c'est quand je suis sorti de chez moi, que j'ai commencé à rencontrer des gens, à faire des cafés, que les portes se sont un peu ouvertes. Donc je crois beaucoup dans cette idée de réseau, etc. Et toi, voilà, j'ai vu que tu étais dans pas mal de réseaux et que tu croyais aussi beaucoup dans ça. Ça fait vraiment la différence. Tu vois, moi, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent avec nous. Moi, j'ai une fille de 20 ans et j'aime bien conseiller ses amis. Et s'il y a un truc qui fait la différence, au-delà de l'expertise que tu vas nourrir pendant toute ta carrière, j'adore ce mot, carrière, pendant toute ta trajectoire professionnelle, c'est vraiment chaque personne que tu vas croiser. Ça, je dis à Paul, qui est notre stagiaire là, en ce moment, je lui dis, tu croises quelqu'un, d'abord, tu rates pas une occasion de faire une bonne impression. Et derrière, tu l'invites sur LinkedIn et tu lui dis comment je peux vous aider. Et tu fais ça avec tout le monde. Alors, tu le fais avec ton cœur, évidemment, si c'est mécanique. Mais même si c'est mécanique, c'est pas grave. Tu le fais. Et tu vois bien qu'à la fin, en plus de tout le savoir que tu as emmagasiné, de toute l'expertise que tu as pu tisser, en fait, ce qui fait la différence, tu te retournes et tu vois tous ces gens qui ont fait ton histoire, quoi. Ah, mais j'y crois grave. Et alors, comment tu passes de e-France à lancer ta boîte? Parce que tu avais un poste de DG, du coup, dans cette boîte-là. Moi, j'aime bien les parcours comme ça où on a des positions, des très belles positions, et on décide de quitter pour se mettre à son compte. On sous-estime le courage, la folie et le courage de faire ça. Tu le sais, il faut une inconscience dingue. Mais effectivement, j'étais DG, c'était une boîte qui appartenait du coup à Vivendi, qui était Vivendi Universal à l'époque. Et puis, c'est assez... c'est stable, tu as un revenu, tu as un salaire, le bonheur. Et en fait, ce qui m'a donné envie de passer à l'Ouest, il y a 2 choses, je crois. C'est d'abord parce que quand tu vois quelqu'un faire et ça t'inspire, c'était moi, mes patrons, c'était mes mentors, c'était mes modèles. Et je les voyais faire. Marc arrivait le matin au bureau avec une idée géniale. Il disait, on va faire ça, regardez. Puis le soir, OK, on y va, on met en œuvre, plan d'action. Et je le voyais passer de l'idée à l'action avec une liberté qui me faisait très envie. Okay. Et puis l'autre chose, c'est que pendant le même temps, mon père avait exhumé une vieille rédaction que j'avais faite quand j'avais 10 ans, en CM2. Et ça s'appelait « Quand vous serez grand, qu'est-ce que vous voulez faire ?» Et je l'ai mis sur mon LinkedIn. Et j'avais dit, quand je serai grande, je voudrais créer et développer une société d'informatique. Parce que l'informatique, c'est l'avenir et qu'être entrepreneur, tu dois gagner beaucoup d'argent. Donc je pense que ce qui m'a fait passer à l'Ouest, c'est d'un côté, je devais avoir ça dans mes tripes, mais je ne le savais pas, je l'avais oublié. Et puis le fait d'avoir vu un exemple qui a réveillé cela en moi, en fait. Comment tu expliques que on sait que dans la tech, il y a très peu de femmes. Comment tu expliques que toi, à l'époque déjà, tu voulais déjà, à mon avis, potentiellement, tu es peut-être la seule femme de France qui voulait lancer une entreprise dans la tech, dans l'informatique à cette époque. Là, il y en avait vraiment Même pas. Aujourd'hui, il y en a encore très peu. Ouais. Comment t'expliques ça, goût pour l'informatique? Je me suis jamais posé la question du genre, tu vois. Je me suis jamais regardée comme une femme. Je me suis regardée comme une faiseuse, une doueuse. Et puis je suis très caméléon. Je voyais faire. Mes mentors ont souvent été des hommes et je les voyais faire et il n'y avait pas de barrière à faire comme eux, en fait. Tu vois, la question du genre ne s'est vraiment jamais posée à moi. En revanche, au fil du temps, j'ai bien vu que pour beaucoup de femmes, c'était le cas. Et je me suis dit,
tu as une responsabilité envers ces femmes pour leur montrer à quel point, toi, l'inconscience, la niaque, l'envie que tu as, elle se transmet peut-être. C'est marrant parce qu'en discutant avec toi très tôt dans tes valeurs, je remarque qu'il y avait la liberté aussi. Et aujourd'hui, tu lances une boîte justement pour les indépendants où il y a un gros sentiment de liberté. Finalement, je pense que on est dans une époque où il n'y a jamais eu ce sentiment de liberté aussi fort. C'est pour ça que je pense que le freelancing marche aussi bien. Mais avant d'y arriver, parce que j'ai envie d'y aller vite, juste sur le moment où tu as lancé ton agence du coup de marketing digital, après du coup e-France, j'imagine. Oui, alors après e-France, c'était pas tout de suite une agence de marketing digital. Je suis passée par une case. J'avais bossé beaucoup. Tu sais, quand tu lances une entreprise, ce qui fait que ça marche, c'est que tu connais bien les cibles à qui tu t'adresses. Déjà, avant toute chose, c'est pas j'ai trouvé une idée géniale. Il y a des cibles, je les connais et j'ai compris leurs besoins. Et il me semble que je sais répondre à ce besoin. Et en fait, la cible que je connaissais bien, c'était les annonceurs, les marques, les e-commerçants et les retailers qui arrivaient de plus en plus sur Internet, tu vois, qui créaient des sites. Par rapport, excuse-moi de te couper, par rapport à e-France, parce qu'en fait, à ce moment-là, tu accompagnais les annonceurs à faire de la pub sur e-France, les réseaux de blog. Que les marques qui étaient là, tu avais Aquarelle, tu avais les débuts d'Amazon, à la page, les concurrents de l'époque, la Redoute, la Fnac, tous ces acteurs-là qui existaient, c'était le début des années 2000. Ils avaient des sites marchands. Et donc, ils voulaient communiquer sur e-France pour attirer du trafic. Donc, tu avais déjà tous les clients à ce moment-là. De trafic. Et je m'étais dit, c'est marrant, il y a une réticence, ils n'ont pas beaucoup de visiteurs, beaucoup d'acheteurs, parce qu'il y a encore cette trouille d'acheter en ligne. T'imagines, on avait très, très peur à l'époque. Moi, je suis contente d'avoir vécu ça, en fait. Des gens avaient peur d'acheter en ligne. Et je m'étais dit, j'avais vu ça aux États-Unis quand j'y habitais. Si tu donnes aux gens de l'argent pour acheter en ligne, tu lèves peut-être une barrière. Donc, c'est quoi ce truc ? Ah, c'est du cashback. Super, j'achète et je gagne de l'argent. Je m'étais dit, ça pourrait être sympa de leur proposer ça. Moi, je n'avais pas de background technique. Je connaissais juste mes cibles et puis je suis une bonne vendeuse. Et donc, j'avais autour de moi quelqu'un qui était une bonne financière, un bon tech et un super marketeur. Et en fait, ensemble, on s'est dit, on va faire un site de cashback. Donc, quand j'ai quitté e-France et donc mes mentors, ça a été pour créer ce site de cashback qui s'appelait Cash Store. Et donc, je l'ai développé pendant plusieurs années. Donc, on fédérait une grosse communauté, à l'époque, 1 demi-million d'utilisateurs sans pub, avec un coût d'acquisition 0. Ça, c'était un sacré challenge. J'ai appris à faire de la com, en fait, pour compenser. Ça me plaît beaucoup aussi dans ton parcours, on en reparlera, mais ta capacité à faire de l'acquisition sans débourser d'argent. Ouais. Moi, je viens un petit peu de ce qu'on appelle l'organique. Moi, j'ai une agence un peu SEO. Ouais. Donc, ça me parle génial, beaucoup, les RP, tout le personal branding. On voit aujourd'hui les boîtes qui marchent et les entrepreneurs qu'on voit beaucoup sur le devant de la scène parce qu'ils sont visibles gratuitement grâce au réseau et ils arrivent à faire du trafic gratuitement. Bien sûr. Et voilà, c'est une partie tout ce qui est organique. Enfin, non, c'est ce que je dis aux entrepreneurs individuels avec qui on travaille aujourd'hui, mais ça a toujours été un motto chez moi, c'est comment tu fais. Enfin, tu le sais comme moi, le nerf de la guerre, c'est j'acquiers des clients sans dépenser d'argent. Je maîtrise mon coudac et donc ça veut dire quoi ? J'essaie d'imaginer tous les moyens possibles, imaginables, de partenariat, de SEO, pour arriver à... Et après, parce qu'après, les convertir, c'est encore autre chose. Donc, c'est le plus gros problème des startups, finalement, aujourd'hui, ce coudac dont tu parles, de ne pas réussir à le maîtriser, de dépenser toujours plus pour faire de l'acquisition. Toi, tu avais déjà craqué ça au démarrage de ton parcours. Enfin, tu avais déjà compris ça, en tout cas. Oui, je l'avais. Et en plus, à l'époque, le coudac était bien moins élevé qu'aujourd'hui. Tu vois, parce que forcément, il y avait moins de monde. Et puis, en plus, on achetait au coup pour 1000. C'était génial. T'achetais pour 1000 impressions. Mais en fait, ça me paraissait évident, comme à toi sûrement, c'est que si j'ai envie d'être visible, d'être une référence, et puis c'est facile de dépenser, c'est plus difficile de faire rentrer l'argent. Et donc, je m'étais dit, comment est-ce que je peux être connue ? Et donc, organiser des événements, faire des livres blancs, tout un tas d'actions organiques pour faire venir des gens sur notre site. Trop bien. Du coup, le cashback, c'est... quelqu'un vient, tu mets en relation un consommateur et une marque, il achète par exemple pour 100 € et en fait tu lui rétribues par exemple un cashback de 5 € grâce à toi, à ton programme d'affiliation. En fait, c'est un programme d'affiliation, sauf qu'au lieu de garder 100% de la com, tu la partages avec l'acheteur. Donc logiquement, en théorie, je ne sais pas si ça existe toujours le cashback, mais c'est du win-win-win. La marque fait sa vente, l'acheteur touche de l'argent et toi tu touches ta com.
À l'époque, je te dis même pas la complexité du parcours client. C'était vraiment, je sais pas par quel miracle. Merci encore les gars si vous étiez chez Cash Store parce que c'était d'une complexité inouïe. Tu vois, il fallait cliquer, mettre ton email, machin. Enfin, ça prenait. Dingue. Mais ça marchait. Enfin, je veux dire, vu l'audience d'Internet à l'époque, quoi. Alors, ça marchait moins bien que mon business plan prévu, mais c'est pas grave, ça marchait quand même. C'est intéressant. En tout cas, je te confirme que ça existe toujours parce que je suis associé dans une boîte qui s'appelle Offre à saisir. Et en fait, aujourd'hui, ils ont développé des technologies où tu cliques sur le lien et en fait, il y a une espèce de technologie, un lien UTM ou je sais pas, qui permet de savoir qui est venu acheter de quel site, alors qu'à l'époque, ça devait être. Mais pour tracer ça devait être compliqué. J'ai fait ça, moi, à l'époque, on pédalait pour avoir les infos. Oui. Et puis surtout, si j'avais dû refaire l'histoire, tu vois, si demain, je devais refaire un site de cashback et que je parlais à la Catherine des années 2000, je lui dirais « investis en notoriété ». Tu vois, je pensais naïvement qu'on pouvait créer une marque B2C que à la conversion, au bouche à oreille, tu vois, que par l'organique. C'est pas vrai. Sauf si tu veux faire un truc à ton échelle, de petite taille. Mais si tu veux vraiment t'installer, il faut mettre de l'argent en notoriété. Et ça, je ne l'avais pas fait. Ce qui est génial, c'est que c'est à la performance pour les marques. C'est-à-dire qu'elles te payent que si tu leur apportes un client. Donc par contre, c'est un modèle sympa pour les annonceurs, quoi, parce qu'elles savent où elles mettent leur argent. Tu règles le problème à l'époque on arrive à faire du trafic, mais on ne convertit pas forcément. C'est ça. Et c'est là où moi, je passais des nuits blanches, parce qu'il y a un moment, je me disais, bon, c'est joli. J'arrivais à faire quand même relativement de trafic sur les sites marchands. Mais comme j'étais rémunérée qu'à la vente et qu'ils avaient des taux de conversion de 1% dans les grands soirs, je me disais, c'est dingue, quoi. Sur 100 personnes que j'envoie, il n'y en a qu'un qui achète et moi, je me suis rémunérée là-dessus, mais je vais crever de faim. Et je me disais, c'est affreux, on va jamais s'en sortir. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer une agence qui augmente la conversion sur les sites e-commerce. Génial. Parce que c'était obligé, c'était ma planche de salut. Sinon, j'aurais dû fermer la tôle. Enfin, j'en sais rien. C'est les business à rebond, finalement. C'est ça qui te permet de développer le bon business. Et c'est marrant que moi, ce sujet-là me passionne aujourd'hui. Et je trouve ça super intéressant que tu te sois intéressé à cette problématique. Quand aujourd'hui, on essaie encore de savoir comment améliorer la conversion sur les sites internet. C'est le gros sujet des retailers notamment. Comment tu as développé ton agence Et là, j'imagine que ça a mieux marché parce qu'en B2B, mais évidemment. Voilà, c'est mieux là. En fait, là, dans une nuit d'angoisse, je me dis, il faut que je trouve un autre modèle. Et c'est là que je me dis, je vais proposer une méthodo pour aller convertir les sites. Tu vois, comme ça me fera des revenus additionnels sur Cash Store. Au début, c'était même pas l'idée d'avoir une boîte à part. C'était vraiment pour améliorer ma trésor. Et donc, j'étais dans un open space. Enfin, ça s'appelait pas du tout, un coworking rue Martel, dans le 10e, dans une boîte qui s'appelle toujours Cospirit, et une agence de pub qui louait plein d'endroits, plein de bureaux. Et il y avait une des boîtes notamment qui a été vendue derrière à une très très grosse boîte de voyage. Et je connaissais le fondateur, je lui ai dit, j'ai une super nouvelle pour toi, tu vas m'acheter une campagne de conversion. Je vais te faire une mission pour augmenter la conversion sur ton site. Il m'a dit, ah bon, mais pas du tout, j'en avais pas besoin. Mais si tu en as besoin, c'est là que c'est bon d'être une bonne vendeuse. C'était mon premier client. Et donc, j'ai un peu inventé par nécessité comment tu convertis. C'était montre-moi ton Google Analytics, à quelle étape tu les perds. Sur cette page-là, je sais pas, où est la couleur du bouton, on va faire de l'A/B test. Enfin, on faisait ça comme Monsieur Jourdain, sans le nommer, mais c'était du bon sens, en fait. Tu le sais, le business, c'est quand même beaucoup de bon sens. Et in fine, le gars a considérablement amélioré sa conversion. Et donc, il en a parlé à ses potes, et qui sont devenus mes clients suivants. Et moi, pendant ce temps, j'ai commencé à recruter 1, 2, 3, 5, 10 personnes. Et le métier, aujourd'hui, pour en faire un petit peu, on appelle ça CRO, Conversion Rate Optimization. Ouais. C'est marrant, c'est que tu faisais ça, mais on ne le nommait même pas encore à l'époque. Et il faut savoir, pour les gens qui nous écoutent, qu'un site, par exemple, qui fait 10 millions de trafic par mois, enfin 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois sur son site, augmenter de 5% la conversion, ça a même de 0,5%, même de 0,1%. Ouais. Tu vois, et donc aujourd'hui, j'imagine que dans les entreprises ou dans leurs agences, ou c'est peut-être même ton boulot à toi, c'est que tu regardes vraiment tout le parcours d'achat, depuis d'où vient la personne, quelle est sa landing page, combien d'écrans ils font jusqu'au tunnel de conversion, et puis après tu regardes le panier moyen, mon coût d'acte. Et en fait, c'est du pilotage assez fin. Aujourd'hui, tu as tous les outils pour ça. Et t'optimises non seulement le coût d'acte, mais aussi la conversion. Et maintenant, il y a tellement plus J'adorais ce métier, en fait. Mais c'est trop bien. Maintenant qu'on en parle, mais c'est trop bien. Il y a un outil aujourd'hui qui s'appelle Hotjar. C'est un outil où, en fait, ça traque les yeux, la souris des utilisateurs sur la page
pour voir est-ce qu'ils voient bien les boutons au bon endroit, etc. Enfin, il y a plein d'outils qui Bien se sont sûr. développés. Puis tu as AB Testy aussi, Testy. d'Alix de Sagazan, qui était aux États-Unis, que j'ai croisé là-bas. C'est passionnant comme sujet, quoi. C'est vraiment génial parce que c'est très difficile le métier d'e-commerçant. Hein. Il faut. On dit que c'est Google et Facebook les grands gagnants du e-commerce. Bah oui, parce que quand tu vends en ligne, ta rentabilité elle est large comme un cure-dent quand même. Hein. C'est difficile. Hein. C'est très difficile. C'est vrai que c'est passionnant et en fait c'est aujourd'hui au cœur des stratégies digitales. Hein. C'est pour ça que je trouvais ça super intéressant de me dire que tu étais déjà mais moi j'étais des marques début de il y a peut-être 20 ans sur ce sujet-là. Quoi. C'est dingue. Hein. Et en fait, et ça marchait bien. Et au bout d'un moment, parce que je continuais en parallèle à faire mon site de cashback, parce que je me disais, j'ai une mission. Moi, je suis une femme de mission. Tu sais. J'ai une mission sur Terre, c'est qu'il faut aider les marques, les commerçants à vendre en ligne. Et de l'autre, il faut qu'ils convertissent mieux. Puis à un moment, quand même, tu as un conflit d'intérêts. Et puis, tu as aussi la chance. Et j'ai vendu les 2 entreprises quasiment au même moment. Ah, c'est marrant ça, parce que moi, je me suis dit, tu aurais peut-être opéré un pivot en mode le cashback, c'est pas assez rentable. J'ai une agence qui marche super bien parce qu'à mon avis, c'est ce qui a dû se passer. Ça marchait mieux, bien sûr. Ça marchait mieux. Bien sûr. De me dire, bon, le truc de cashback, je le revends et je me focus sur l'agence, tu vois. Mais non, toi, tu as revendu un peu les deux. En fait, c'est ça. Donc, le cashback, il y avait un acquéreur à l'époque qui était mon principal concurrent. Et je crois même que les personnes qui ont été dans l'aventure du rachat sont toujours aujourd'hui dans cette entreprise. Enfin, jusqu'à une date récente, elles y étaient et c'est tellement satisfaisant. Les d'autres personnes, beaucoup de celles avec qui j'ai travaillé, ça c'est une vraie satisfaction. Tu sais, quand tu avances dans ton parcours, c'est de voir que les gens avec qui tu as bossé, soit ils ont des postes de direction dans des belles boîtes, soit ils ont créé leur boîte. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, en tout cas, eux, ils sont toujours là. Et puis de l'autre côté, je continue à développer mon agence. Et puis c'est là que j'ai croisé, pareil, la route de VP, qui s'appelait Vente Privée à l'époque, et qui ont racheté toute cette activité parce que VP, ça faisait beaucoup de sens pour eux. VP Conseil, quand tu fais des flash sales, des ventes flash, je ne sais pas comment, pendant 3 jours dans l'année, tu as quand même 362 jours dans l'année où il faut faire de l'e-commerce et puis continuer à vendre normalement. Donc, ils s'étaient dit, on va racheter cette société pour conseiller nos partenaires, nos marques. Passionnant. Tu as aimé l'activité de conseil parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un petit peu eu la Startup Nation, les boîtes dans la tech, etc. Ça t'a plu ce côté conseil-service où à un moment donné, tu avais envie de goûter à des choses peut-être plus scalables ou des choses comme ça? Oui, c'est ça. C'était une étape en fait, tu vois. Et c'était une étape, mais surtout ce qui était différent. Ce qui m'a moins plu, c'était le fait de ne plus être chez moi, en fait, tu vois. C'est ça qui me plaisait moins. Quand tu veux vendre ta boîte, c'est un rêve. T'en rêves. Tu rêves de vendre et puis quand tu as vendu, tu te dis... c'est bien, mais c'est pas que bien. Moi, j'ai jamais vendu ma boîte, donc je sais pas ce sentiment, mais j'ai vu pas mal d'entrepreneurs dire qu'il y avait un côté post-dépression après avoir vendu, parce qu'on se dit, j'ai un peu vendu mon bébé, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il y a un peu ce côté-là. Tu as un côté assez viscéral, affectif avec ta boîte. Et puis surtout, après, si tu es habitué à être aux commandes, il y a de l'ego. Enfin, moi, j'ai de l'ego, on en a tous. Et je ne me sentais pas à ma place, en fait. Donc, ça m'a aidé, cette vente, à me dire, il y a bien un truc... dont je suis convaincue, c'est que je suis faite pour être chez moi. Trop bien. Et alors, qu'est-ce que tu as fait après cette... Je suis partie aux États-Unis. Je suis partie aux États-Unis pendant 5 ans parce que j'avais besoin d'air. Puis tu sais, j'avais vendu... à ce moment-là, j'avais écrit un bouquin qui s'appelait « Le magasin n'est pas mort ». C'est drôle, c'était dans la pleine hype digitale. Tout le monde ne jurait que par le digital. C'était vraiment... tu vois, là où était le gisement de croissance pour beaucoup d'entreprises. Et moi, j'avais écrit « Le magasin n'est pas mort ». Le truc à contre-courant, quoi. C'est formidable le digital, mais c'est important d'avoir un ancrage physique. Mais parce que j'en suis convaincue, tu vois. Et qu'il y a beaucoup à développer. Ça ne s'appelait pas encore omnicanal, mais c'était ça, en fait. Ça parlait d'omnicanal. Okay. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de boîtes qui m'ont demandé « Mais venez nous le dire, madame, qu'il n'est pas mort, ce magasin ». Et donc, j'ai commencé à faire des conférences là-dessus. Et je me suis dit, j'aime bien ça. J'aime bien faire des conférences. Et puis, au bout d'un moment, j'avais besoin de nourrir ma connaissance du retail, de la transformation, de tout ça. Et puis, j'avais une passion pour New York. Et depuis toujours. Et donc, j'ai embarqué ma famille à New York à partir de 2015 jusqu'à 2020, 2021. Ok, tu as vécu longtemps aux États-Unis, du coup. Et tu développais quoi là-bas? J'avais 2 activités. C'était mon dream job. J'avais créé en fait un observatoire sur la transformation numérique des entreprises et du retail. Tu sais, je me disais New York, tu connais New York, c'est le temple de l'achat, des magasins, et je m'étais dit, je vais aller regarder toutes les bonnes pratiques, justement en omnicanal, toutes les bonnes pratiques de relations clients,
je sais pas, d'investissement dans les startups, comment une boîte qui se réinvente avec le digital, et tout ce savoir que j'accumule, je vais le partager avec des boîtes françaises. Donc sous forme de conférences, de conseils à des comex. Là, après VP, j'avais plus d'entreprise à moi. J'étais redevenue. Là, j'avais une activité de solo. En fait, j'étais freelance quand j'étais aux États-Unis. Et donc, j'avais fait mon dream job. Donc, je rencontrais plein de patrons de très grosses boîtes, de Walmart, de Target, de Best Buy. Je rencontrais plein de gens de la transformation des startups. Et puis voilà, je faisais mon petit MBA à moi, quoi. Et tout ce savoir, c'est hyper intéressant, je le partageais. Et c'est comme ça que j'ai attiré l'attention d'un grand groupe d'automobiles du CAC 40 et dont je suis devenue administratrice. Je trouve ça génial parce que je trouve que les États-Unis sont toujours en avance, même encore aujourd'hui, sur tout ce qui est Alors aujourd'hui, digital. Je ne sais pas. Sur le digital, si, quand même. Moi, c'est avec mon biais sur mes métiers. Même par exemple, tu regardes Google, ils offrent, quand ils lancent des nouveaux produits, ça sort aux États-Unis, puis ça arrive en France genre 1 an après, tu vois, même sur TikTok ou sur d'autres trucs. Mais donc je trouve ça intéressant justement que tu sois allé à New York du coup. Et que tu aies pu t'imprégner de ce qui se faisait dans le digital et de conseiller du coup, je trouve ça super bien, des boîtes françaises qui n'avaient pas encore accès à ce savoir. Tu vois. Mais tu vois, autant tu as raison de dire que les outils naissent plutôt aux États-Unis pour des raisons historiques et d'investissement, etc. Mais néanmoins, toutes les boîtes de retail que j'ai croisées là-bas de belle taille, elles étaient bien moins avancées que les nôtres sur la supply chain, sur l'omnicanal, sur la conversion des sites e-commerce. Je m'attendais vraiment à apprendre plus de choses en fait, tu vois. Je suis étonné de ce constat-là en tout cas. Les outils étaient là, mais je trouve que c'est l'appétence à les mettre en œuvre, tu vois, pour se transformer. Et je suis revenue des États-Unis en me disant, elle est bien là en France. C'est drôle, hein. Trop bien, Comme quoi on a un bon savoir-faire en France, on est bien lotis. Mais carrément, en fait, il faut pas trop envier. J'ai trouvé étonnamment l'Amérique pas si innovante que je croyais, tu vois. En tout cas sur ma verticale qui était le retail tech. Okay. Tu vois, j'ai vu des startups vraiment chouettes, certaines dans lesquelles j'ai investi, mais dans les grandes entreprises, je les ai trouvées moins aptes à se transformer. Il n'y avait pas cette... et donc, c'est intéressant d'observer ça. Et alors, du coup, tu as rejoint le board de Renault, c'est ça ? Oui, carrément, il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Et ça, c'est une question qu'on doit souvent te poser quand on fait partie d'un board d'une boîte du CAC 40. Comment ça se passe ? Comment on y accède déjà ? Et voilà, quel est ton rôle ? J'imagine que c'est sur la partie digitale. Ouais, c'est ça. Alors en fait, comment on y accède ? Je ne sais pas. Moi, j'ai de la chance. C'est identifié finalement sur une verticale. En fait, la meilleure façon d'être identifié, si tu veux demain être administrateur ou administratrice dans un grand groupe, déjà, il faut moi, je le voulais pas. Hein. Je l'ai jamais. C'était jamais une stratégie. Mais je l'ai analysé. Si tu le veux, il faut que tu émettes des signaux qui montrent que tu es la bonne personne et donc que tu as déployé l'expertise, les succès, tu as la compétence nécessaire pour ça. Et donc, si demain, moi, je veux aller au board de L'Oréal, je vais montrer que tout ce qui est beauty tech, tout ce qui est innovation, j'en sais rien, je vais me rendre visible. Et ça rejoint le personal branding dont on parlait tout à l'heure. C'est hyper important de montrer non seulement à ta communauté, mais à qui veut l'entendre, que tu es la bonne personne pour cela. Et moi, il me semble que, justement, parce que j'avais développé cette capacité à me rendre visible, bien plus que la taille de mon chiffre d'affaires, ça me donnait une visibilité sur le thème transformation numérique, innovation. Y avait aussi la dimension diversité et inclusion aussi, que j'ai beaucoup fait de choses pour les femmes dans la tech, les femmes entrepreneurs. Donc, je pense que j'ai été identifiée pour cela. Donc, la première chose à faire, si tu veux rejoindre un board, alors que du CAC ou d'autres, hein, c'est comment tu affirmes, comment tu fais en sorte que ton nom soit associé à 1 ou 2 mots. Par exemple, toi, ça serait quoi les mots auxquels tu aimerais que ton nom soit associé ? Alors moi, je dirais que c'est marketing digital, le grand mot, c'est-à-dire tout ce qui va être la possibilité de faire de l'acquisition digitale, voilà, marketing digital. Donc, c'est-à-dire que si demain, il y a une boîte qui cherche quelqu'un, alors en conseil ou en administrateur bon en marketing digital, il penserait à toi. Mais alors du coup, non seulement il faut savoir associer ton nom à ça, mais quelle est ta singularité ? Qu'est-ce que tu as comme aspérité ? Tu vois, qu'est-ce que tu fais mieux ? Parce que c'est une bonne nouvelle, hein, mais tu n'es pas tout seul à le faire. Quand tu es tout seul à le faire, demande-toi si tu es un génie ou si c'est une fausse bonne idée. Donc, c'est bien d'en avoir d'autres. Mais moi, je suis obsédée par la singularité, la différenciation. Tu vois ? Et donc, moi, je me dis, moi, j'étais une nana dans le digital, l'innovation, l'e-commerce. Et en plus, j'avais cette dimension internationale, peut-être. C'est ça qui a fait les jouer en ma faveur. Enfin bref, toujours est-il que je suis arrivée au bord de Renault. Et c'est l'expérience aussi, j'imagine. C'est-à-dire que quand tu es dans une verticale
pendant 20 ans en parlant que de ces sujets-là, par le réseau, tu finis par être identifié Oui, aussi. en même temps, alors que l'automobile, je n'y connaissais rien à l'époque. J'ai Mhm. beaucoup progressé depuis, parce que de toute façon, tu peux être bon en tout si tu mets du temps, si tu passes du temps. Ça, c'est aussi un enseignement. Si tu décides de devenir très bon, que tu fais de la veille sur le sujet, tu rencontres les experts du sujet, tous les jours tu passes du temps, mathématiquement, tu deviens bon là-dessus. Donc, c'est génial ce que tu dis. J'ai interviewé ici Guillaume Houbèche. Je ne sais pas si tu l'as vu passer. J'ai pas Et en regardé fait, il te parle de neurosciences. Et qu'en fait, quand on te dit, par exemple, quand tu es jeune, toi, tu es bon en maths ou toi, tu es bon en français, et tu es nul dans le reste, on va dire, en fait, c'est une énorme connerie parce que les neurosciences ont prouvé aujourd'hui qu'il y a une neuroplasticité et qu'on peut, par exemple, être très bon en maths et pas très bon en français de base, mais devenir aussi bon en français qu'en maths ou vice-versa. Il n'y a pas de limite, en fait, dans ce qu'on est capable de faire. Et ça a été prouvé scientifiquement. C'est fou, tu as raison, ça s'appelle, c'est un performatif, c'est-à-dire qu'il se passe que tu prononces. Donc si je te dis tu es nul en maths et que tu es un enfant, tu deviens nul en maths. Enfin, c'est assez incroyable. Et à l'inverse, si je te dis tu es une merveille, tu es quelqu'un de grande valeur et que tu es un enfant et qu'on te répète ça tous les jours, en fait, tu vas avoir conscience de cela. Enfin, c'est fou, hein, c'est la puissance de la parole. Ouais. Je crois beaucoup dans ça. On a un point en commun, je pense, là-dessus, sur l'absence de la parole, de la projection. Et ce que moi, j'aime bien aussi, c'est le côté scientifique. Que voilà, il y a des scientifiques qui prouvent, voilà, d'un point de vue au niveau du cerveau, que on peut tout faire. Il y a aucune limite. Il faut juste, voilà, le vouloir, y mettre de l'intention. Mais il faudrait pour qu'il y ait plus de femmes dans la tech. On me demande souvent, mais pourquoi il n'y a pas plus de femmes dans la tech et plus de femmes qui investissent et plus de femmes qui lèvent des fonds? Peut-être qu'il faudrait dire aux petites filles dès le CP tous les jours, tu sais, une sorte de méthode Coué. Tu es bonne en maths, tu es une merveille en maths. Bravo, vive les maths. Et puis c'est prouvé scientifiquement que on peut tous être bons dans tout, voilà. Trop bien sur cette première partie de ton parcours. Maintenant, est-ce que donc après ça, tu es revenu en France pour lancer ta nouvelle boîte Envie? Je suis revenue en France parce que c'était Covid, tu vois, 2020-2021, c'était, on était dans cette espèce de magma. Je sais pas où tu étais, toi, à ce moment-là. J'étais à Paris. Et donc être à New York dans un appartement où tu vois personne et où tout coûte très 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 cher, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt quand même d'être là à ne pas rencontrer les gens. Et donc on s'est dit on va rapatrier la famille à Paris. Et en rentrant à Paris, je savais pas trop. Je me disais je vais revenir. Je vais peut-être réinvestir dans des boîtes de retail tech, je vais reprendre un peu le fil de renouer, tu sais, parce que pendant 5 ans, je m'étais vraiment investie localement, quoi. Moi, quand je suis une femme du présent, tu sais, quand je suis quelque part, c'est ici et maintenant que ça se passe. Donc, je me dis, je vais renouer avec cet écosystème français pour voir où on en est. Puis en fait, pas du tout. Ça m'est tombé dessus, comme ça. Les freelances, la transformation du travail, le future of work me sont tombés dessus. Je me rappelle même où c'était et à quelle heure c'était. C'est un truc de fou. Où j'ai eu cette espèce de certitude qu'il fallait créer une école pour les indépendants. Parce qu'il allait y en avoir de plus en plus en France. Que c'était la transformation du travail. Que c'était un des grands mouvements, en fait. Un des plus grands mouvements, même peut-être d'un point de vue un peu même sociétal. Le travail, c'est bouleversé. La transformation, tu vois, de le digital, la centralité du travail. Puis le télétravail qui s'était vraiment généralisé pendant le Covid, et puis et cette façon de vouloir travailler autrement, et puis tous les talents qui voulaient plus être salariés. Enfin, il y en a encore aujourd'hui qui veulent bien travailler, mais pas de cette manière. Et je me suis dit, mais purée, s'il y a de plus en plus d'indépendants, de consultants, de freelance, je vais creuser. Je me suis donné 1 an d'études de marché quand même avant, hein. Mais je vais aller regarder s'il y a un besoin, et si cette intuition est avérée, je vais créer cette école. En tout cas, l'étude de marché, elle a dû être assez simple quand on voit le nombre de... Il y a des millions d'auto-entrepreneurs, je crois, en France. Oui, puis c'est pas que des auto-entrepreneurs, c'est aussi des gens qui ont des EURL, des SASU. En fait, c'est pas tellement le statut qui compte, c'est le fait d'être une petite boîte, tu vois, où tu génères toi-même ton chiffre d'affaires. Enfin, tu peux même être en portage salarial, mais tu n'es plus dans une corporate, en fait, grande ou petite. Et donc, tu es à ton compte. Et donc, tu dois aller chercher tes clients. Tu dois avoir une régularité de revenus, ce que tu as connu, toi, pendant 5 ans. Hein. Et puis donc, tu as besoin surtout d'être épaulé, d'être entouré. Grave. C'est horrible d'être seul. La solitude, on dit la solitude de l'entrepreneur, mais il y a la solitude de l'indépendant aussi. C'est affreux. Et surtout, moi, c'est un truc que Ben Chemla m'a appris. Il me disait, mais quelle importance, même quand tu es indépendant, d'avoir ce ping-pong intellectuel avec des coéquipiers
qui te permettent, tu vois, de mettre à l'épreuve ou de challenger ce que tu penses ou tes actions. C'est tellement important. Sinon, tu fais ton entreprise en chambre et c'est pas bon. Hein. Il y a un besoin énorme, je pense, parce qu'en plus, à l'école, on est très peu formé sur l'intelligence financière, comment aller chercher des nouveaux clients, ce genre de trucs très pragmatiques auxquels on doit faire face quand on est indépendant. Ouais, je crois que c'est ça, en fait. Nous, si je résume, Envie, c'est une école de vente. Hein. C'est comment aller au charbon chercher tes clients avec les dents, sans te décourager, avec beaucoup de niaque, beaucoup de détermination, pour faire en sorte qu'à la fin du mois, tu atteins ton point d'équilibre. Tu es même plus que ça, tu as suffisamment couvert tes charges et puis généré de revenus pour te payer et puis payer d'autres prestats pour faire ce que tu sais pas faire. J'aime beaucoup le nom Envie, d'où ça vient et comment tu as chopé le nom de domaine, parce que je me suis demandé, c'est un beau nom et quand on... c'est un très beau nom, en plus il y avait un sens au début, c'est mon astre de mari qui a trouvé ce nom, qui est très fort, hein. Il est fort en nom notamment, et il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire en fait? Je dis je veux faire un truc collectif, une sorte de communauté, ok. Donc, et qu'est-ce que tu veux faire? Je veux emmener les gens vers une nouvelle façon de travailler, et comment? Où ils seraient à leur compte. Donc, tu veux qu'ils soient ensemble vers une nouvelle vie d'indépendant. Ensemble vers ma nouvelle vie d'indépendant. ENVI, Envie. Ok, trop bien. Merci. J'espère que c'est gratuit. Non, mais c'est dingue, tu trouves pas? C'est fou. J'étais impressionnée. Et alors, ce qui est génial, c'est que derrière ce nom qui nous parle à tous, je suis allée voir une de mes amies d'enfance qui est directrice artistique d'un grand groupe depuis longtemps. Et je lui ai dit, qu'est-ce que ça t'évoque, ce nom, tu vois? Je lui ai réexpliqué. Je trouve qu'aujourd'hui, les entreprises, elles sont dans une espèce de déséquilibre, d'une instabilité, parce qu'elles sont en train de se transformer, elles deviennent des hubs de compétences. Et donc, c'est plus des monolithes fermés, mais elles s'ouvrent. Et puis, il y a des gens qui en sortent pour créer des boîtes. Et elle m'a sorti le logo d'Envie. Si tu vas voir Envie, le logo dit exactement ça. C'est fou. Ok. Donc, je me suis dit, voilà que les planètes s'alignent entre le nom et le logo. Bon, ça fait pas tout, hein, mais c'est un bon début. Et alors, comment ça se passe, la formation? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est en présentiel ou pas? Est-ce qu'il y a plusieurs modules de formation? Combien de temps ça dure? Est-ce qu'il y a des formations, par exemple, je te pose 1000 questions en même temps, mais il y a les réseaux sociaux ou pas? Parce que je pense que quand tu es indépendant, quel que soit ton métier, c'est bien d'être présent aujourd'hui sur, par exemple, Instagram ou TikTok. On sait qu'il y a beaucoup de visibilité. Bien sûr. Qu'est-ce que ça touche ou pas? Voilà. Ouais, c'est bien. Déjà, avant de te dire quoi, je vais te dire avec qui, parce que c'est ça la clé, toujours. Hein, je le ferai jamais toute seule, mais jamais. Donc, outre trouver un nom et trouver un logo, moi j'ai 2 associés qui sont en plus des amis quasiment d'enfance, tu vois, pour une des 2. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important pour moi. Je sais pas, toi, si tu arrives à travailler avec tes amis, pour moi... Une mauvaise expérience, moi, de mon côté. Je crois pas que ce soit le... C'est vrai. Souvent, c'est soit très bien, soit très mauvais. C'est possible, ouais. Après, mais jusqu'à présent, je touche du bois, ça se passe bien. Mais cette confiance, tu vois, qui est absolue dans l'autre, tu vois, tu peux dire les choses. Moi, je dis pas que ça peut-être... Ça se trouve, dans un an, on se reparle et c'est la cata. Mais pour moi, c'était une évidence de le faire avec mes amis, qui en plus avaient des compétences complémentaires, tu vois. Donc voilà, j'ai fait ça avec Charlotte et Karine, qui sont des amies du cœur très fortes. C'est bien que des femmes fondatrices. Mais c'est un hasard, figure-toi. Hein, parce que, et du coup, les hommes nous disent, est-ce qu'on peut venir chez Envie? Mais oui, évidemment. Vous êtes les bienvenus. Mais c'est vrai que tu attires les gens qui te ressemblent. Et donc l'idée, c'est, moi, j'ai créé la formation que j'aurais aimé avoir quand j'ai créé ma première boîte, en fait. C'est hyper simple. C'est simple. Tu vois, il ne faut pas avoir fait école de commerce, un MBA pour le faire. C'est que des choses de bon sens. Dans l'ingénierie pédagogique. Je t'apprends, si demain, si tu viens me voir, tu dis est-ce que je peux venir chez Envie? Toi, tu n'as pas besoin, évidemment, mais on va regarder ensemble si tu peux me parler de ta cible et de son besoin. C'est la première chose. Et tu revois la copie jusqu'à ce que tu sois hyper clair sur à qui tu t'adresses et qu'est-ce que tu leur vends et pourquoi ils vont te l'acheter. Donc, c'est le besoin de ma cible. Je suis capable de le dire en une phrase simple. Ensuite, c'est mon offre, en quoi elle répond à ce besoin. En quoi elle est distinctive, en quoi elle est unique, ce qu'on se disait tout à l'heure, en quoi elle me ressemble aussi. Et puis elle est responsable, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas faire un business. Je ne sais pas, toi, dans ton business, qu'est-ce qui est de l'ordre du responsable, c'est-à-dire en quoi, dans toutes les façons dont tu opères ton business, tu vois, tu fais attention au gaspillage de lumière, d'eau, de je ne sais pas quoi. Donc bref, ta cible, ton offre, ton modèle éco, on travaille énormément. C'est simple quand tu es freelance, mais tu peux avoir plein de façons d'aller chercher des sous. Vendre son temps, moi, je trouve ça hyper difficile. Je trouve ça hyper casse-gueule, en fait.
Et donc, l'idée, c'est est-ce que je ne peux pas vendre des packages? Est-ce que je ne peux pas vendre de l'abonnement? Est-ce que je ne peux pas... En fait, on titille un peu cette façon de gagner de l'argent. Et puis surtout, c'est combien tu veux gagner par an? OK. C'est quoi ton panier moyen? D'accord. Donc, ça veut dire qu'il te faut tant de clients par an. C'est réaliste? Ah, il t'en faut 3000, je crois qu'on ne va pas y aller. Donc, on va changer ton pricing. Enfin, tu vois, on est vraiment, c'est du super pragmatique. Et une fois que tu as travaillé sur ton besoin, ton offre et ton modèle éco, et ben là, il y a toute la partie de la formation qui est dédiée à la vente. Ce que je trouve génial dans ton modèle, c'est le côté pragmatique. Tu as utilisé le mot, tu m'as coupé, j'allais dire ça. Le côté pragmatique, business, plus que le côté juste théorique, avec des gens qui accompagnent aussi. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ça? Carrément. Il y a tout dans le collectif, aussi bien des pairs qui, comme toi, apprennent. Les gens apprennent en promo. Moi, j'adore ça. Tu es en ligne, mais tu es en promo. Il y a un gros sentiment d'appartenance. En tout cas, on le travaille. Ça, c'est un vrai truc à travailler, hein. Le collectif. Et puis après, tu as des agents de talent, des gens qui sont des entrepreneurs eux-mêmes qui ont fait des business et qui adorent transmettre et qui, tous les vendredis matins, en petit groupe, te bottent les fesses pour te dire « Andrea, t'en es où? T'as avancé là sur ton business plan? T'en es où ?» Et tu vois, c'est bête, mais ça t'oblige à une discipline que tu as difficilement quand tu es tout seul. Et puis, tu as le regard des autres, plein de bienveillance qui dit « Ah, je suis désolée, j'ai pas compris en fait. Ah d'accord, attends, je vais reformuler. » Enfin bref, il y a à la fois des basiques hyper pragmatiques, du collectif qui t'accompagne, et puis tu as aussi des gens, des entrepreneurs qui ont réussi, qui viennent un peu te parler, échanger. Tu vois, il y a 2 jours, on a fait un talk avec Nathalie Bala, qui a redressé la Redoute d'une manière spectaculaire. Et Nathalie, tellement généreusement, elle a écouté 4 pitchs et elle a dit, elle a donné des conseils, mais qui valent de l'or, quoi. Tu vois. J'aime bien le côté aussi, je crois beaucoup dans le côté communautaire, communauté, dans le sens où il y a l'entraide, il n'y a plus la solitude de l'indépendant qui ne sait pas comment faire. J'ai eu le sentiment que là, demain, si on a fait... par exemple, j'ai fait l'école Envie et quelqu'un d'autre l'a fait, je peux lui demander un conseil aussi sur un truc qu'il a compris et vice-versa, tu vois. Ouais, j'espère. En tout cas, c'est vraiment, tu vois, ça sera ma grande fierté dans quelques années. Ça sera la preuve de ma réussite. Tu sais à quoi tu mesures que tu as réussi? C'est que des gens qui ont fait Envie se sentent appartenir, quoi. Et se sentent, tu vois, je vais te donner. Moi, j'ai fait une école de commerce où je n'ai pas beaucoup développé ce sentiment-là. Tu vois, et donc, je me suis beaucoup interrogée avec mes associés sur... peut-être que tu as des billes à me donner là-dessus, mais qu'est-ce qui fonde en fait le sentiment d'appartenance? Qu'est-ce qui fonde la fierté d'appartenir? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de donner autant que de prendre? Et ça se voit à l'aune de quel rituel, de quels actes de reconnaissance. En fait, ça se travaille, ça se fait rarement tout seul. Et je me dis que si on arrive à le créer... Là, on en est à la 5e promo, hein, mais il me semble que ouais, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a un truc comme les alumni dans les écoles ou pas? Ou après, oui, c'est ça, il y a les alumni en vie. Ouais, c'est ça, ok, ça existe. Et ils peuvent, ils ont accès par exemple à un Slack pour échanger ou un truc. On est sur Circle, c'est une plateforme que j'aime bien. Et un peu cher quand même, hein, les gars, si vous m'entendez, je veux bien une remise. Mais tu as non seulement une communauté où tu te retrouves quand tu as fait Envie, donc... tu assistes à des petites rencontres, genre le Barba Boost le lundi matin, je t'enverrai un lien. C'est 15 minutes, tu as un bon coup de niaque à la barba sur un sujet, genre justement jouer collectif, être conscient de ma valeur. Et Charlotte, une de nos associées, qui a fait l'école du Louvre et qui est conférencière en art, elle l'illustre avec une œuvre d'art. Donc tu commences la semaine par 15 minutes, tu as un bon boost d'énergie et puis tu prends de la hauteur avec l'art. Donc ça, c'est ce qu'on propose à notre communauté, des rencontres avec Nathalie Bala et nos mentors, et puis du codev, des moments où tu co-construis, enfin tu connais le principe du mastermind où tu es à plusieurs et tu dis voilà, moi les gars, j'ai un problème, j'ai un trop gros coup d'ac, comment vous pourrez m'aider? Et puis on a du partage. Donc ça c'est pour les alumni, ouais. Trop bien, parce que je trouve qu'en fait, quand on fait une formation ou une école, en fait, moi, toi qui crois aussi beaucoup dans le réseau, je pense que tu vas être d'accord, c'est que la formation, ça a de la valeur, mais le côté communautaire a tout autant de valeur. Parce qu'en fait, tu as accès à un réseau et aussi parfois, le problème quand tu es indépendant, c'est ou que tu te lances dans le business, c'est que tu connais pas grand monde, tu n'as accès à aucun réseau, on t'ouvre pas les portes. Je trouve que plus ta communauté va grandir, plus elle aura un pouvoir en fait. J'en rêve et tu vois, d'ouvrir des portes. Ce que tu dis là sur les alumni, j'ai la conviction que c'est la même chose dans les grandes entreprises aujourd'hui. C'est-à-dire que quelqu'un qui va quitter l'entreprise, que ce soit parce que pour aller bosser ailleurs ou pour travailler à son compte, ou les freelances qui sont de plus en plus nombreux à travailler ponctuellement pour les boîtes, si tu arrives à nourrir, tu vois, un collectif d'alumni de ta boîte et
à continuer à entretenir ce sentiment d'appartenance, de solidarité, je pense que tu peux créer de la valeur pour ta boîte autrement. Et le off-boarding, ça devient... Nous, on réfléchit beaucoup à ça, parce que, en fait, en plus de tout ce qu'on fait pour les freelances, on travaille beaucoup avec les entreprises, en fait. Et ça, c'est un des sujets qu'on traite avec elles. Comment tu vas off-boarder les gens qui partent? Et c'est pas parce qu'ils sont... C'est quand ils partent que ça commence, en fait, tu vois. Et il faut laisser la cage ouverte pour que l'oiseau revienne. Je vois très bien. Et c'est marrant, ça me fait penser au Web 3, ce dont tu parles, parce qu'il y a un truc qui ressort beaucoup dans le Web 3, c'est que la plus grande force d'un projet Web 3, c'est sa communauté. Bien sûr. Et c'est un peu le futur du travail aussi, un petit peu tout cet environnement-là. Et je trouve que c'est une vraie force. Mais c'est troublant, en fait. C'est troublant parce que ce qui se passe aujourd'hui avec le futur du travail, c'est que, en fait, on n'est plus dans les cases qui étaient préalablement définies, de CDI, de CDD, les consultants, les gens à leur compte, les entrepreneurs. En fait, il y a des parties prenantes multiples qui vont devoir travailler ensemble pour inventer la croissance de demain. Et en fait, aujourd'hui, moi, je suis DRH d'une boîte. J'ai un peu tendance à faire mon plan de talent management, mes formations pour mes salariés. Mais il y a toute cette population de freelance qui vient créer de la valeur chez moi qu'il faut absolument que je prenne soin d'eux. Comment je les onboard, tu vois, et je les accueille de la même manière ou différemment de mes salariés, mais il faut les accueillir pour créer cette appartenance et cet engagement. Il faut que j'ai aussi des programmes de talent management pour eux, au moment où ils s'en vont, que je ne perde pas le lien. Et comment je gère la relation entre mes freelances et mes collaborateurs. Et tu vois, il y a plein de sujets qui se posent aujourd'hui parce que les parties prenantes sont multiples. Et ça, c'est nouveau. C'est un sacré casse-tête pour les entreprises. Et c'est ça le futur du travail aussi. Tu vois, c'est une dimension forte. Et moi, j'adore observer ça et me dire comment est-ce que je peux aider toutes ces parties prenantes à mieux travailler. En fait, c'est le corps social qui se transforme. On est vraiment, tu le disais toi-même tout à l'heure, c'est une transformation sociétale. Ah, c'est énorme. Et moi, j'aimerais bien alors, avant de te poser la question, pour revenir un peu terre à terre, comment se passe la formation? Alors, ça dure 1 semaine, 1 mois? C'est un peu comme des bootcamps? Oui, c'est en ligne. C'est entre 4 semaines et 10 semaines. Tu vois, donc entre 1 mois et 2 mois et demi. Voilà, quoi. Et donc tu signes, tu es onboardé avec tout un petit rituel sympa pour créer tout de suite du lien. Et ensuite, tous les lundis matins, tu as une feuille de route pendant la durée de ta formation. Donc, on te dit cette semaine, Andrea, ton objectif, c'est ça. Et pour y arriver, voilà ce qui va se passer. Donc, tous les jours, en plus, tu as un mail par jour pour te remettre dans le bain. On ne te perd pas. Et puis, tu as plusieurs exercices à faire. Tu as des masterclass à regarder. Et en gros, tu as des travaux à faire pour progresser sur ton projet. Mais tu as juste 2 rendez-vous obligatoires. Le mardi soir, tu as un atelier live avec ta promo. Et c'est souvent avec moi. Et puis le vendredi, avec ton agent de talent et un petit équipage pour faire le point sur quoi tu as avancé. Le reste, tu te débrouilles comme tu veux. Et en général, les gens ont un autre boulot à côté. Soit ils ont leur propre boîte, soit ils sont encore salariés. Et donc, c'est le matin, le soir. Et tu fais ça pendant 4 ou 10 semaines. C'est pour combien de personnes ? Là, en fait, dans les promos, on veut volontairement des petites promos entre 30 et 50. On en a 3 par an. Parce que sinon, moi, je les connais chacun. Je connais leur business à chacun. C'est le début, ça fait 15 mois qu'on s'est lancé. Mais c'est déjà pas mal, 30, 50, 3 fois. C'est pas ça mal. fait déjà 3 promos par an. C'est ça. Et on en est à la 5e, là, parce qu'on a commencé fin 2022. Et puis, ça, c'est la partie, c'est le socle. Tu vois, c'est mon labo, en fait. Tout ça. Mais ce qui fait que la société va grandir, c'est la communauté. Parce que tu peux rejoindre la communauté sans faire de formation chez Envie. Ok, c'est super intéressant. Et combien ça coûte ? Ça coûte 15 € par mois, la communauté, si tu veux venir. Okay. Ou 12, enfin je sais plus, dans ces eaux-là, appelez-moi, je vous ferai un prix. Et puis sinon, les formations, ça va jusqu'à 2000, ou même 3200 € si c'est ton entreprise qui paye. On est une société à mission, donc si c'est toi avec tes sous, c'est moins cher, c'est normal que si c'est ton entreprise. Et puis ça commence à 950 €. Mais là, on est en train de faire des packs bien moins chers. On teste encore plein de choses, tu vois. J'aime bien, on teste des choses... On va lancer des petites formations là, sur l'IA et les indépendants, parce que c'est un vrai sujet pour gagner du temps. Il y a tellement de trucs, quoi. Gagner du temps. La productivité, tout ça. Ouais, tous les trucs dont je rêve, tu vois, pour gagner du temps. Et ça sera moins cher. Donc, et puis, tu as même une formation sur la confiance en soi. Ça, c'est hyper important.
des petites vidéos que moi j'ai faites qui te donnent la niaque et confiance avec des exercices. Et là, c'est, je sais pas, à 89 €. Ça manque dans l'éducation nationale, tous ces cours dont tu parles là. Moi, j'aurais aimé des cours sur le développement personnel, la confiance en soi, l'intelligence financière, la vente, comment gérer son budget, comment épargner. On nous apprend pas tout ça à l'école. Donc, je pense qu'il y a un énorme marché. Maintenant, j'aimerais bien te partager un petit peu, moi, mon expérience en tant que freelance. Génial. Et avoir ton avis parce que parfois, je suis choqué du manque de l'aspect business de certains freelances. Je te donne un exemple. Moi, quand j'étais freelance, et que j'étais booké que pour une semaine sur un mois, si j'avais l'opportunité d'avoir un nouveau client, pour l'avoir, j'aurais tout fait. J'aurais bossé 2 fois plus, j'aurais divisé mon prix par 2. Et moi, je suis choqué parfois parce que je fais face à des freelances qui sont inflexibles, qui veulent pas négocier, qui n'ont pas ce sens du business un petit peu. Et j'avoue que ça me dépasse, je comprends pas, parce que moi, justement, quand j'ai démarré, quand tu veux grandir, il faut garder un portefeuille client, tu vois. C'est pas pareil pendant un mois, tu n'as aucun temps, et là, effectivement, tu refuses un client. Mais j'ai vu des freelances, par exemple, refuser de travailler alors qu'eux, ils étaient bookés que sur une semaine, sur un mois. Donc, il y a des trucs qui me dépassent un peu. Est-ce que tu sais un petit peu ça? Ouais, je sais. Moi, j'avais toujours cet aspect un petit peu business. J'avoue, quand j'étais freelance, j'étais prêt à travailler pour pas très cher au début pour gagner des clients, tu vois. Oui, mais c'est un état d'esprit, en fait, entreprendre avant toute chose. Moi, je rencontre beaucoup de freelances qui me disent « Non, mais moi, je suis pas entrepreneur ». Mais si tu es entrepreneur, parce que tu génères ton propre chiffre d'affaires, parce que tu es responsable de la satisfaction de tes clients, et puis tu vois, donc tu as raison, il y a des gens qui n'ont pas cet état d'esprit, et je ne suis pas sûre qu'en faisant ce que tu décris là, ça dure longtemps, enfin, à moins que tu factures 10 000 € la journée. J'en vois beaucoup. Je te donne un autre exemple, j'en ai plein en tête. Tu prends un designer, par exemple, qui va te coûter 400 € la journée, il te fait ton design, par exemple, de ta landing page, toi qui connais les landing pages. Et puis, donc, il travaille une journée, puis à la fin, en fait, il avait mal compris un truc sur le brief, il faudrait peaufiner un ou deux, trois trucs. Normalement, tu donnes de la flexibilité pour gagner la confiance de ton client et l'avoir dans la durée. J'ai vu une tonne de fois le designer dire non, si tu veux que je passe un moment en plus sur ton projet, va falloir que je te refacture. Il y a un côté un peu rigide, voilà, parfois. Mais moi, je trouve que je le vois toujours, je le vois pour une opportunité pour ceux qui sont courageux et malins, tu vois. Enfin, je veux dire, tant mieux qu'il y ait des gens comme ça, parce que ça veut dire que toi, si tu as le sens du client, si tu as envie, tu vois, si tu as le goût du travail bien fait, tu te dis, OK, ce client-là, je vais lui faire un truc un peu en plus, mais derrière, je vais lui demander une recommandation sur LinkedIn, ou je vais demander quelque chose, je le ferai volontiers parce que je sais que quelque part ça va me servir, et puis au fond parce que j'aime bien ça, j'aime servir. Donc si tu as plein de freelances qui sont tes concurrents et qui sont ce que tu décris, tant mieux. C'est pas grave. T'as raison. Tu vois, tu t'en fous. En fait, quand je te parle, je comprends que tu as tout de suite la culture business. Par exemple, tu viens de donner un exemple très pratique et pragmatique, j'aime bien. OK, je te fais la modif, et puis le lendemain, tiens, tu pourrais mettre une petite recommandation sur Malte ou sur LinkedIn qui te permet de gagner d'autres clients ensuite ou d'être recommandé. Évidemment, parce qu'en fait, tu vois bien que si c'est toujours cette idée que tu donnes quelque chose et tu acceptes de donner à quelqu'un, mais tu te dis, est-ce que de ton côté, c'est du gagnant-gagnant, quoi. Hein. Et donc, moi, on m'a toujours appris. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu des profs de vente dans la vraie vie, de fou, quoi. J'ai eu des gens qui m'ont appris à vendre, mais jusqu'à une date récente. Aux États-Unis, j'ai pris une claque sur la vente. Moi, je pensais être une bonne vendeuse. Et quelqu'un qui me disait, non, si tu veux vendre à quelqu'un, des petites choses. Par exemple, tu téléphones sur son portable, tu l'appelles à l'heure du déjeuner ou pour que la personne ne décroche pas et t'entends sa voix. Encore que maintenant, il y a de moins en moins de gens qui mettent leur voix sur le... Non, toi, tu mets ta voix. Si je t'appelle sur ton mobile et que ça ne décroche pas, j'entends ta voix. Sur mon répondeur, j'ai ma voix, Parce que souvent, mais donc, à ta voix, je dois pouvoir sentir ton niveau d'énergie. On sent plein de choses, en fait, à la voix des gens. Et donc, tu peux sentir déjà des choses. Tu vas aller regarder toutes ces vidéos et tu vas voir si c'est quelqu'un qui est plus ci ou ça. Et donc, c'est des gens aux États-Unis qui m'ont appris à être parfaitement caméléon. Si moi, j'ai envie de te vendre quelque chose, j'ai 1 minute pour te ressembler, tu vois. Et donc, je vais d'abord te faire parler, parce que comme ça, je vais pouvoir capter plein de signaux, même sur ta façon de te tenir, sur les mots que tu emploies. Et moi, j'ai un débit hyper rapide, mais si je parle à quelqu'un qui est low tempo et je veux lui vendre un truc, je vais parler plus lentement. Tu vois, en fait, et ça, j'ai appris tout ça, en fait. J'ai appris cette vente. Mais à la base, j'aime bien ça, en fait. J'aime bien vendre, tu vois. Donc, parce que j'aime bien les gens. C'est comme toi, j'ai le sens du client. C'est ce que j'allais dire encore. À chaque fois, tu dis le mot que j'ai dans ma question qui arrive, c'est le sens du client.
c'est le sens du client, on apprend ça nulle part, on t'apprend pas ça à l'école. Et donc, je vois beaucoup de gens qui arrivent en tant qu'indépendants, moi je l'ai été, qui se lancent et qui n'ont vraiment pas l'école. Il y a vraiment un énorme besoin de formation, à mon bien sens. sûr. Après, tu crées pas de besoin. Donc, si la personne n'a pas conscience de sa faiblesse, tu pourras rien lui vendre, en fait, tu vois. Mais je pense que les gens qui viennent à nous, ils disent effectivement, aidez-moi à affiner, à rendre mon offre plus percutante. Tu vois, donnez-moi les clés pour que j'en parle d'une manière où on sait c'est moi la perle rare pour les clients et pas les autres. Apprenez-moi à faire un business model où il me faut moins de clients pour faire plus de chiffres. Tu vois, et puis donnez-moi les codes pour mieux utiliser mon réseau, pour faire de la prospection en dur, pour aller... pour faire de mes clients acquis des ambassadeurs. C'est ça que j'aime transmettre, en fait, moi. Est-ce que tout s'apprend, tu penses, toi qui es un peu une femme de terrain, est-ce que tout s'apprend? Est-ce que le sens du client, le fait de, tu vois, sentir la personne qu'on a en face, tu penses que tout s'apprend ou quand même certaines choses sont un peu innées? En fait, c'est très lié à la confiance en soi. Tu vois, moi, j'ai essayé d'analyser avec des neuroscientistes, justement, quelles étaient les caractéristiques les plus saillantes des entrepreneurs qui ont réussi. Est-ce qu'il y avait des attitudes, des postures, des compétences, des prédispositions qui font que ça va marcher? Et en fait, on a analysé 16. Il y a 16 trucs qui sont ressortis, en fait, 16, je dirais, aptitudes. Mais tout ça a été lié, avant toute chose, à deux trucs que tu connais par cœur. C'est lié à ta motivation. Enfin, ça, tu le sais. Je veux dire, si tu as vraiment, tu sais pas trop comment faire, mais tu as la niaque, tu veux y aller, tu veux y arriver, whatever, tu vas le faire, tu vois. Donc ça, et ça, c'est toi qui la génère, hein, c'est vraiment intrinsèque. Et puis après, tu as tes ressources. C'est dans ton entourage. Tu vois, qu'est-ce qui t'envoie de la force et qui te fait te sentir quelqu'un de valeur et qui te fait dire, Andrea, même si tu te plantes comme une merde, moi, je t'aimerai toujours. Alors, c'est pas grave, vas-y, tu vois. Ça, c'est hyper important. Et donc ça, je pense que pour aimer, est-ce qu'on apprend ou pas, ce qui est important, c'est d'apprendre à cultiver ta confiance en toi. Et ça se cultive à tout âge. Et ça, c'est un truc qu'on donne chez Envie, en plus des compétences. Donc nous, on donne ça comme socle. Après, l'idée, c'est que les gens qui sont en formation chez nous, parfois, le but... Moi, je suis personne pour dire à quelqu'un ton business il marchera jamais. Mais qui est-on quoi pour dire ça? Mais en revanche, tu peux dire c'est pas le bon moment pour toi, où il y a des paramètres que tu n'as pas vus et que quand tu vas les voir, tu vas te dire ah mais c'est pas bon. J'ai parlé hier à une personne de la promo et je lui dis t'es contente chez nous? Elle me dit alors oui, je suis très contente, mais alors j'ai eu un énorme choc. Je lui dis ah bon, mais pourquoi? Parce que j'avais jamais réalisé. Ça fait 2 ans et demi qu'elle est indépendante, qu'elle est freelance. J'avais jamais réalisé que pour atteindre mon niveau de chiffre d'affaires dont je rêve, mais en fait, il me fallait 250 clients par mois et que c'est pas possible. Et que c'est pas possible, en fait. Tu vois? Et donc, en fait, on te donne des outils hyper simples, des moments de réflexion et où finalement, ça t'ouvre les yeux, tu gagnes du temps, quoi. Le socle, donc pour toi, c'est la confiance en soi. Ouais, c'est le socle, en fait. Une fois que tu as la confiance... En fait, si tu crois pas en toi de base, tu as beau faire tous les cours possibles, ça servira à rien, quoi. Ouais. Après, tu peux ne pas croire en toi, tu peux douter de toi, mais tu es tellement motivé que ça te met en mouvement, tu vois. Moi, il y a plein de fois où j'ai fait des choses dans ma vie et je me sentais pas capable de les faire. J'attendais pas de me sentir capable. C'est juste que j'avais tellement envie d'y aller. J'avais tellement envie de le faire. Quand on est parti aux États-Unis, je me disais, il va falloir que je trouve des clients, du boulot, machin. En fait, je me disais, OK, j'ai envie d'y aller. Je raisonne aussi en perte acceptable. Je me dis, si ça ne marche pas, jusqu'où je suis prête à aller pour que ça... tu vois, jusqu'à ce que ça marche pas. Combien je suis prête à perdre d'argent, combien je suis prête à perdre de réputation, tu vois. Et une fois que tu es clair avec ça, toi et tes associés, quand on a, ok, tu es prête à perdre ça, ça marche pas, tu es prête à aller jusque-là, go, alors on y va. Et en fait, donc c'est pas forcément avoir confiance dans le sens où je vais tout péter, je crois en moi, j'ai un peu peur, mais j'y vais quand même. Ok, donc il y a ce côté aussi motivation, passage à l'action. Être en mouvement, même si on a un peu peur ou on n'a pas forcément confiance. Ça sert à ça. En fait, la confiance, ça sert à rien d'autre qu'à te mettre en mouvement vers ce que tu as envie de réaliser, tu vois. En tout cas, je trouve ça génial, une école justement qui n'est pas juste une école, je dis juste de vente ou de marketing, mais qui revient sur les fondamentaux. Bien sûr. Ça me paraît essentiel. Voilà, c'est ce qu'on fait et j'espère que qu'on croisera la route de beaucoup de freelances, de beaucoup d'indépendants, tu vois, pour leur transmettre cette niaque, pour leur transmettre cette confiance. Et puis après, les fondamentaux pour que
qu'il marche, quoi. Est-ce que vous donnez des cours aussi? J'ai senti le pragmatisme, par exemple, être à fond sur LinkedIn, aller prendre des cafés régulièrement avec des clients potentiels pour être en mouvement, justement, se faire du réseau. Toi qui crois beaucoup dans le réseau, il y a une partie cours sur comment se faire du réseau et pénétrer un marché, tu vois. Bien sûr, mais ça... Alors après, il y a plein de choses. Moi, je leur dis aussi, il y a des milliers de contenus gratuits sur Internet. Allez-y, regardez-le, imprégnez-vous, puis sortez, effectivement. Mais il y a toute une dimension sur comment mieux utiliser ton réseau pour aller faire de la prospection. Déjà, c'est comment tu listes les gens dans ton entourage proche, auxquels tu n'aurais jamais pensé, qui pourraient potentiellement t'apporter du business, et quel message tu leur envoies pour leur donner envie de te mettre en relation. Ça, souvent, c'est très, très mal fait. Et j'aime bien. Moi, je suis littéraire, j'adore écrire. Et peut-être même que l'IA pourrait le faire pour toi. Mais en tout cas, c'est quel message. J'ai testé plein de messages, en fait, tu vois, de demandes de mise en relation. Et je fais tout le temps des tests, moi. Et toi, tu en envoies 10 d'un coup. Et puis, tu vois lesquels fonctionnent et pas. Et donc, ça tient à l'objet, ça tient à l'accroche, ça tient à la longueur du texte, ça tient au call to action. Et il y en a, j'ai réussi plus ou moins à identifier le message qui fait mouche. Ça, c'est ton expérience dans l'optimisation de la conversion, à mon avis, qui t'est resté. C'est exactement ça. Cette volonté de toujours peaufiner pour améliorer la conversion Bien un peu mieux. Sûr. Mais ouais, et puis à même, tous les niveaux, quoi. Mais toi aussi, j'imagine que tu le fais. Des choses que tu as écrites il y a 6 mois, 1 an, tu les relis. Et tu dis, qu'est-ce qui a écrit cette merde? Ah, c'est moi. Et donc, tu le réécris. Tu vois, en fait, rien n'est figé. Trop bien. Bah écoute, en tout cas, merci pour cette présentation. J'espère qu'il va y avoir de plus en plus. Donc là, ça fait 5 promos. Ouais, ça fait 5 promos. On recrute la promo suivante donc là, on est en 2024. Et ben, ça sera au printemps, en avril. Après, il y en a une autre en septembre. C'est bien 3. Il y a de quoi en trouver une, quoi. C'est pas seulement une par an. Et alors, est-ce que, là, c'est une question peut-être plus business pour toi, est-ce que c'est scalable une école, parce que tu peux pas non plus faire 30 promos par an, quoi, tu vois. Je te dis, nous, on est aujourd'hui, en fait, on y va pas à pas. Moi, j'adore ce côté, tu vois, la politique des petits pas. On y va pas à pas. Donc là, on a fait des promos de petite taille et on se dit on affine au fur et à mesure. Hein. C'est pas encore parfait, mais c'est de mieux en mieux. Et après, ce qui fait que l'entreprise, un jour, va être grande, et j'y travaille et je le désire, c'est qu'il y ait beaucoup d'indépendants, de freelance, de consultants, de coachs qui sont abonnés à cette communauté. Donc, c'est un principe d'abonnement. Donc là, si tu as 1 million d'abonnés à 15 € par mois, mais même ou 100 000, même non, mais 10 000. Je plaisante, c'est juste pour donner un ordre d'idée, c'est un marché gigantesque. C'est gigantesque, il y aura bientôt 10 millions de freelance. Si tu es vraiment la société qui fédère tous ces talents, tous ces indépendants, voilà, donc, exactement. Du coup, d'un point de vue business, ça reste quand même avec un fort potentiel, quoi. Bien sûr, et puis de l'autre côté, on fait beaucoup de choses, comme je te disais, avec les entreprises. Je crois qu'il faut encore faire de l'évangélisation pour leur dire un freelance, c'est pas un prestataire. Je sais pas ce que tu en penses. Enfin, moi, c'est pas un prestataire qui se plug à la bête, et qui prend un travail un petit moment et qui repart. Je pense que c'est le cas si tu l'as pas accueilli, onboardé, tu vas lui faire sentir qu'il fait partie de l'aventure et qu'il y a encore peut-être des choses à construire derrière. Et donc, c'est là que tu fais ta communauté d'alumni. En fait, c'est leur dire, considérez que votre workforce, elle est augmentée. Et donc, dès lors que vous avez cette vision-là, ça tisse un tout autre type de relation. Et que finalement, ton freelance qui exprime l'aspiration à plus d'autonomie, d'équilibre, de sens qu'on a tous aujourd'hui, même quand on est salarié, c'est peut-être lui l'épicentre de la relation du travail de demain. Enfin, c'est lui la pierre angulaire, quoi. Je vois très bien ce dont tu parles. C'est comme, l'idée, c'est de voir ça comme un partenariat plus que comme un côté client-fournisseur, dans le sens où il faut l'embarquer. Mais ça, c'est un problème de management ou pas. Est-ce que tu sais embarquer les gens avec toi? Et si tu ne sais pas embarquer les freelances autour de toi, tu n'obtiendras pas le meilleur d'eux, ça c'est sûr. Bien sûr, mais pour ça, il faut des outils. C'est ce que j'allais te dire encore une fois. Est-ce que je me permets de te couper sur ce point-là? Vous avez prévu demain de développer un peu de tech entre les entreprises et les free pour... Alors, sur la tech, il y a déjà pas mal il y a des plateformes. Hein. Moi, je ne ferai jamais de plateforme. Il y en a déjà plein qui existent et qui font bien le job. Mais c'est plutôt donner des outils aux équipes RH des entreprises pour que, tu vois, les talents qui ne veulent plus être salariés et pourtant dont tu as impérativement besoin pour continuer à grandir, comment tu les attires, comment tu les captes, comment tu en prends soin. Et donc ça demande des outils. Je dis n'importe quoi. Là, on a créé un club de grandes entreprises
qui s'appelle le Do Tank. Tu sais, il y a des think tanks. Là, c'est un Do Tank. C'est un collectif tourné vers l'action, pas simplement vers le partage d'expériences et la réflexion, mais c'est l'action. Et donc, c'est quelques boîtes du CAC 40, une petite dizaine. Et ensemble, on réfléchit à, par exemple, un livret d'accueil des freelances. C'est quoi le livret d'accueil de rêve ? Comment, tu vois ? Et donc, pour ça, on a demandé à plein de freelances comment ils aimeraient être accueillis. Chacun met en bout à bout son expertise, enfin son expérience. Ah ouais, mais non, mais chez nous, c'est encore que les achats qui s'occupent des freelances, en fait. Tu sais combien il y en a ? Mais non, j'en ai aucune idée. En fait, voilà, on fait beaucoup d'évangélisation et on a ce club qui est aussi un axe de développement d'envie. C'est marrant le nom Do Tank, je trouve, par rapport au think tank. Ça s'appelle le Do Tank Future of Work. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour le freelancing, c'est-à-dire des gens qui sont salariés, qui ont vu dans les médias que ça avait l'air cool et qui se lancent dans le freelancing alors que finalement c'est peut-être pas fait pour eux. Ça existe ça bien aussi sûr, ou pas, tu penses ? Bien sûr. Moi je sais pas combien les freelances peut-être ne représenteront jamais plus que 10, 15, 20% des salariés, enfin, de la masse salariale un jour. Je pense qu'on a tous besoin, il y a beaucoup de métiers qui demandent une organisation du travail intégrée, dans l'industrie notamment, et que pour cela, tu peux pas, c'est difficile d'être freelance. Donc c'est une nécessité liée au business model. Et puis, c'est aussi un état d'esprit. Tout le monde n'a pas cet état d'esprit. On a tous dans la pyramide de Maslow, tu sais, cette couche de bas de sécurité et de stabilité. On a ce besoin-là. Et c'est vrai que quand tu es freelance, tu as la stabilité et la sécurité. Bon, ce n'est pas forcément le meilleur endroit. Si c'est ce que tu recherches en priorité dans la vie, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas faire entrepreneur. Bien sûr. Ouais, parce que c'est de l'entrepreneuriat. Parfois, on dit que c'est pas indépendant, c'est pas entrepreneur, mais si en fait, tu es entrepreneur. Tu es entrepreneur à ton solo. propre compte. Tu es entrepreneur solo et c'est toi qui dois avoir cette incroyable discipline de trouver le temps pour faire ta prospection, servir tes clients, continuer à apprendre, parce qu'il faut toujours continuer à apprendre, tu vois, te nourrir. C'est tellement obsolète le savoir. Ça demande d'être au four et au moulin quand on est indépendant. Est-ce que pour finir, tu pourrais nous donner un conseil pour un entrepreneur indépendant pour qu'il arrive à... C'est quoi pour toi les 3 points les plus importants quand tu es indépendant, sur lesquels il faudrait faire un focus, quelqu'un qui vient juste de se mettre indépendant, qui n'a rien fait encore, 3 trucs on va dire à actionner au démarrage, tu vois. Alors vas-y, on va en dire un chacun, d'accord, à fur et à mesure. Tu commences par... Vas-y, c'est toi qui commences. Moi je commence, ok. Alors attends, moi je crois beaucoup dans le côté sales, c'est-à-dire que si tu es par exemple un super graphiste, mais que tu sais pas du tout vendre, tu t'es pas du tout allé chercher des clients, c'est un problème parce qu'il faut mettre un peu d'huile dans le moteur. Voilà. Donc je dirais que le premier c'est quand même apprendre à vendre. Apprendre à vendre, la vente. Ouais, alors c'est ça. Je le résumerai en disant si tu te mets à ton compte, sache bien que tu as 2 métiers. Tu as ton métier et tu as le métier de vendeur. Il faut que tu apprennes les 2. Même si tu fais appel à des plateformes, même si tu fais appel à des apporteurs d'affaires, il y a un moment, c'est aussi toi que tu vends. Donc, tu dois être. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Parce que sur la plateforme, on te met en relation, mais il faut convertir le client, il faut lui faire l'offre adaptée pour qu'il accepte. Alors du coup, ça m'amène au 2e conseil, qui est, il faut que tu sois capable en 20 secondes de m'expliquer qu'est-ce qui est distinctif dans ce que tu vends. Qu'est-ce qui est singulier, qu'est-ce qui est unique, tu vois ? C'est, par exemple, on a beaucoup de coachs chez Envie ou des gens qui sont consultants en transformation numérique, en RSE, et donc il y en a beaucoup. Ce qui est bien, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de besoins, mais il faut toujours avoir quelque chose de saillant. Est-ce que c'est, je dis n'importe quoi, est-ce que c'est ton expérience passée qui est vraiment unique et qui fait que c'est ta singularité ? Et donc tes succès passés ? Est-ce que c'est ta méthodo ? Tu as une méthodologie unique que tu as développée avec le MIT, enfin j'en sais rien, mais qu'est-ce que tu as ? Donc ça doit être dans tes succès passés et ton expérience, dans ta méthodo. Il faut avoir quelque chose, dans les bénéfices que tu apportes à tes clients. Et c'est hyper difficile ça. Mais si tu arrives, et ça on le travaille ensemble chez Envie, donc si tu sais bien vendre et que tu es capable de dire ce qui t'est propre, ça je crois que c'est un vrai travail à pas négliger. Ton offre, quoi, ton offre. Je dis pas juste je suis graphiste, bon mais d'accord, mais de quoi et qu'est-ce que tu apportes de différent ? C'est pas facile, mais voilà, c'est de la maïeutique, nous on arrive à accoucher de ça. Trop bien, donc pour récapituler, donc vente, une offre compétitive et unique, en fait, qui est vraiment différente. Et adaptée du coup à tous les niveaux, quoi, une bonne offre. Voilà, et puis je pense que c'est aussi travailler ton état d'esprit. Il faut que tu sois un warrior, quoi, une warrior. Enfin, tu vois, ne te décourage pas, ne perds pas confiance en toi.
je sais pas, nourrit ton envie de faire. La résilience. Ta je pense que résilience. c'est la résilience, Je pense que c'est une bonne la qualité. Mais... à... Et puis à te dire que tu comptes sur toi, mais tu comptes beaucoup sur les autres aussi. On ne fait rien tout seul, on est des êtres de relation. Donc, une bonne vente, une bonne offre et une forte capacité de résilience. Et je me permets d'ajouter un 4e point que je trouve intéressant, qui est, en fait, c'est bien beau de vendre, mais derrière, le sens du client et la rétention, c'est bien s'occuper de ses clients, les chouchouter. Parce que si tu signes que 2 clients, mais qu'au final, tu les chouchoutes tellement qu'après, ils restent à vie et qu'ils te font tout ton chiffre d'affaires dont tu as besoin, ça règle quand même un gros problème. Donc j'aime bien l'idée de rétention derrière. Une fois que tu l'as vendu, il faut quand même pas oublier qu'il peut rester après, quoi. En fait, il faut l'appeler loyauté, fidélité, attention. Ouais. Tu vois, moi, je sais, ma fille, elle a fait pas 3 ou 4 stages. Et là, tu vois, pour le premier de l'an, je lui ai dit, tu prends tous tes anciens maîtres de stage, un par un, et tu leur fais un message de bonne année dont ils se souviendront toute leur vie, d'accord ? Alors, au boulot, la pauvre, elle est vraiment... Bien. Tu vois, c'est bête. J'adore ces trucs-là, mais moi. c'est important parce que moi, je me souviens de gens qui ont fait ça avec moi. Et ben, demain, on me demande « Qu'est-ce que tu penses de bidule ?» Mais je te le propulse. Tu vois, c'est la chance aussi d'avoir beaucoup de bouteilles. C'est que tu as croisé beaucoup de monde et que tu peux recommander les gens. Donc, comment tu sors du lot, en fait ? J'aime bien ta vision de donner de l'importance, en fait, à toutes les occasions possibles. Tu en parlais au début, comme tu viens de dire, là, c'est l'occasion de leur souhaiter une bonne année qui s'en rappelle. Tu disais au début, quand il y a un rendez-vous, il ne faut jamais manquer de faire une très bonne impression. Mm-hmm. Et j'aime bien ta vision de ça, parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais ce qu'un rendez-vous peut apporter. C'est clair. Et que parfois, marquer le coup avec quelqu'un, on ne s'attendait pas du tout, peut nous donner la meilleure opportunité de demain. Tu vois. Et tu vois, regarde chaque personne que tu croises comme si c'était quelqu'un de très important. Tu sais pas, en fait. Chaque personne que tu croises peut être quelqu'un de très important dans ta vie demain. Donc, tu vois, prends-en soin. C'est des humains. On est fragiles. Il faut prendre soin les uns des autres. Et moi, l'histoire m'a montré que c'est jamais ceux auxquels tu t'attendais le plus qui t'apportaient le plus. Et au contraire, c'est des gens auxquels tu t'attendais pas du tout qui un jour t'ouvrent une grande porte, tu vois. Bien sûr. Mais donc, qu'est-ce qui fait qu'on va se souvenir de toi ? C'est vraiment parce que tu as été dans une optique de comment je peux t'aider ? Tu vois, moi, je te demanderais ça quand on a fini. Et moi, comment je peux t'aider ? Tu vois ? Et est-ce que c'est te mettre en contact avec quelqu'un ? Il y a toujours un moyen. Et ça, c'est bon, ça. Je trouve qu'on sert à ça, non ? Et ça passe aussi par oser, je trouve, parce que on n'ose pas assez. Tu vois, par exemple, l'exemple avec ta fille pour envoyer un message de bonne année avec un super message. D'une certaine manière, les gens se disent « Oh non, on s'en fout. De toute façon, ils s'en foutront. » En fait, je pense que pas du tout. Il faut toujours oser, bien sûr, toujours passer à l'action parce que ça a une vraie utilité, ces petites choses. Mais bien sûr. Et de même, ça, c'est un truc qu'on fait beaucoup chez Envie. S'ils m'écoutent, ils vont dire « Tiens, Barba, elle est en boucle. » quoi. Mais c'est vrai, c'est relancer. Aujourd'hui, il y a un truc de fou, c'est que tu envoies un message, je sais pas, ça t'arrive peut-être, pas de nouvelles. Tu envoies un deuxième message, pas de nouvelles, donc tu laisses tomber. Quoi. Tu dis « Les personnes, je vais pas les déranger. » Mais il faut relancer 10 fois. Enfin... si tu veux quelque chose, tu veux contacter cette personne, tu veux qu'elle vienne à ton podcast, tu veux la rencontrer, parce que tu penses vraiment que tu as quelque chose à lui donner et tu veux avoir ta chance, mais tu reviens par la fenêtre. Alors, il faut le faire avec délicatesse, avec humour, avec ce que tu veux, mais la relance, c'est une politesse. Si tu veux vraiment... Moi, quand quelqu'un m'écrit un mail, en général, je réponds pas tout de suite. Même parfois, à la deuxième relance, je réponds pas tout de suite. Mais quand j'ai été troisième relance, même parfois pas non plus, mais quatrième, tu vois, je me dis... tu craques. En fait, c'est pas ça, je me dis, purée, cette personne, elle a pas juste demandé à ChatGPT ou à je sais pas quoi de m'envoyer un message et je suis dans la roulette et comme n'importe quoi, tu vois. Je me dis, il y a un vrai truc et ça attire mon attention et je me dis, je suis trop pourrie, j'aurais tellement dû répondre plus tôt. Donc, la ténacité, c'est ça qui fait ta différence. Donc, n'aie pas peur d'emmerder les gens à les relancer, tu vois. C'est bien, tu me donnes ma transition pour ma question finale, qui est une question un peu perso. D'où ça devient cette résilience, cette ténacité que tu as, ce peps, cette gouache, d'où ça vient je crois que j'ai vu un post LinkedIn où tu avais fait un marathon, c'est possible que j'ai vu ça Ouais, j'ai fait le marathon de New York, le truc de fou. C'est super dur ça. Ouais, c'est fou. Hein. C'est peut-être plus dur que l'entrepreneuriat. D'où ça vient ça ? C'est bien de finir par une petite question perso, je trouve, parce que c'est une grande force dans l'énergie. Ouais. Ça vient de l'amour. Il n'y a vraiment aucune autre source d'énergie. C'est l'amour du big boss chez moi. Moi, j'ai une vie spirituelle hyper importante dans ma vie.
C'est un truc qui me remplit de joie, d'énergie, ma foi en Dieu. Et c'est un truc qui, je pense, c'est une raison du moteur. Et puis, donc, c'est un amour invisible, mais qui est très fort. Et puis, l'amour de mon mari, de ma fille, de ma famille, de mes potes. L'amour, c'est un moteur. Ça te donne des ailes. Donc, j'ai cette chance. Je suis bien entourée. C'est marrant, c'est cette spiritualité, du coup, cette forte spiritualité que tu as, t'a donné potentiellement une grande confiance en toi. Bien sûr. Pour toujours oser, parce que tu as cette confiance de... Peut-être, je sais pas, de quelque chose de supérieur qui t'accompagne, je sais pas. Oui, puis je me dis de toute façon que, en fait, je prends beaucoup de recul avec les choses. Tu vois, rien n'est grave. Il y a des choses tristes, il y a des choses urgentes, il y a des choses réjouissantes, mais il y a rien de grave, en fait. Et donc, je me dis, j'ai ce recul-là, le sentiment, tu vois, d'infinie fragilité de la vie. C'est très fragile. Tu vois, et on est tous, la finitude, c'est ça notre point commun. On se connaît pas beaucoup, mais on partage ça. Et donc cette humanité qui nous relie. Et donc moi, quand je vois quelqu'un, j'y pense. Donc ça me rend les gens vachement proches d'emblée. Et puis j'ai cette énergie de fou, quoi, qui me vient de ma foi, qui me vient, je sais pas. Et ça vient de là, en fait. Ça te permet de nouer des relations avec les gens. T'as une espèce de tu as une relation assez facile avec les gens, du coup, vu que tu as une humanité aussi, peut-être on peut dire, prononcée. Tu sais, everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Ah, c'est génial. Chaque personne que tu croises porte un fardeau invisible dont tu n'as même pas idée. Alors, sois sympa. J'ai une citation, si on connaissait les problèmes des autres, on garderait les siens. Un peu comme tu dis, c'est-à-dire que quand on rencontre les gens, voilà, chacun a ses... En fait, chacun, tu vois, tu croises n'importe qui, tu veux lui vendre un truc, tu veux, je sais pas, tu t'engueules ou tu as des gens qui font la tronche. En fait, moi, je me dis toujours, je sais pas, ça vient tout seul. Je me dis, mais qu'est-ce que tu portes, toi, que tu montres à personne et qui te pèse? Ben, tu vois, je sais pas ce que c'est, mais ça te rend tout de suite sympathique. Très clair. C'est l'authenticité qui permet de connecter avec les gens versus les gens qui portent toujours un masque et qui connectent un peu avec personne parce qu'ils sont un peu faux finalement. Mais ouais, c'est ça. Mais moi, tu sais, je suis toujours en train de me marrer. Je pense que les gens se disent, c'est quoi ce truc de fake, la meuf qui fait semblant d'être toujours à la patate. Mais pardon, c'est comme ça. Et moi, j'aime bien le fait que d'ailleurs rien n'est grave. Non. Parce que pour finir sur ce sujet-là, un peu d'entrepreneuriat, l'échec n'est pas grave du coup. Et c'est peut-être que se lancer en tant qu'indépendant ou en tant qu'entrepreneur, c'est commencer déjà par cette croyance-là qui est que l'échec n'est pas grave. Parce que souvent, les gens se lancent pas parce qu'ils se disent... tu vois, mais tout le monde, on va me pointer du doigt, on va se moquer, on va dire que je suis le nul. C'est ça. Alors déjà, s'en servir comme une force. Déjà, tout le monde oublie. Il y a une amnésie tellement forte, une info chasse l'autre. Il y a tellement d'infos que tu vas avoir cette brûlure de la honte sur toi, peut-être pendant un jour ou deux, une semaine, et après tout le monde aura oublié. Donc détends-toi, c'est pas grave, tout le monde oubliera. C'est pas si important. Tu n'es pas non plus au centre, hein, il faut pas l'oublier. Et puis l'autre, c'est que encore une fois. Très important ce sujet de la perte acceptable. Qu'est-ce que quand j'entreprends quelque chose, donc je crée ma boîte, je veux porter un nouveau projet, je veux faire... Qu'est-ce que je suis prêt à assumer comme conséquence négative si ça ne marche pas? C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt à perdre combien? 5 000, 10 000, 20 000, 100 000? Jusqu'où je vais? Jusqu'à qu'il y a un moment, je vais dire stop, quoi. Tu vois? Donc ça, il faut être très clair avec ça. C'est quoi ma perte acceptable, aussi bien financièrement qu'en investissement personnel, je te dis en réputation. Si tu te dis, je suis prête à me couvrir de pipi et à perdre 100 000 balles, donc si c'est le cas, mais au-delà, j'y vais pas, quand tu as atteint la limite, t'arrêtes. C'est marrant, je connaissais pas cette manière de visualiser les choses. C'est-à-dire, je connaissais le fait de se donner des objectifs, on va dire, positifs. Ouais. Je connaissais pas aussi le fait de poser le pour et le contre. Voilà, la perte acceptable, je connaissais pas ce terme, mais c'est intéressant. Qu'est-ce que je suis prêt à perdre si ça marche pas? Et si tu es au clair avec ça, c'est bon, tu te dis, ok, je sais, c'est limpide, je sais où je vais, c'est clair avec mes associés si j'en ai, c'est clair avec mon conjoint, mes machins autour de moi, parce que je vais emmerder tout le monde avec ce projet, je vais me lever avec, me coucher avec, bouffer avec, enfin tout. C'est vrai, quand tu entreprends, c'est quand même assez monomaniaque. Hein. Mais jusqu'où je suis prêt à aller, tu vois. Super intéressant, je ne connaissais pas cette notion. Pour finir, du coup, donc les gens, s'ils veulent avoir un peu plus d'informations sur Envie, où est-ce qu'ils peuvent trouver le site? Venez les amis, venez, c'est sympa. On va passer un bon moment. Est-ce qu'ils vont, c'est quoi? Il y a un nom de... Peut-être tu peux donner le site internet? Il y a envischool.com. Envischool. Donc, il y a le LinkedIn Envie, il y a mon LinkedIn, Catherine Barba. Ils peuvent t'envoyer un email et au bout de 4, tu finis par craquer. Donc peut-être qu'ils vont essayer. En fait, ouais, je sais pas, il faut... Le mail qui marche bien, tu sais, c'est le mail dont le taux d'ouverture est assez proche des 100%, c'est demande d'interview.
Parce que tu sais, n'importe qui, tu reçois un mail, demande d'interview, tu te dis, c'est fou, hein, l'ego est abyssal. Et donc, tu te demandes, et si c'est genre, en fait, je voudrais vous interviewer, enfin, c'est pas vraiment une interview, je voudrais vous poser quelques questions, est-ce que vous avez 10 minutes? C'est la pyramide de Maslow, le besoin de reconnaissance. Ça, c'est après la sécurité. C'est ça. Ouais, donc, si voilà, non, t'as pas besoin de m'écrire demande d'interview, mais tu dis juste, voilà, envie. Tiens, je suis curieux, t'as l'air d'avoir plein de hacks, je me permets, mais j'adore les hacks comme ça, et t'as l'air d'en avoir plein. Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux petits hacks comme ça, commercial, de vente? Tu vois, ça, je trouve ça génial, le mail à demande d'interview. Ça, c'est un bon truc. Ouais. Alors après, un mail de prospection, de cold prospection qui marche bien, ça, on va faire un petit cours chez Envie à bientôt, mais c'est... évidemment, donc soit c'est demande d'interview, soit c'est de la part d'eux. Alors, ça, tu le sais, mais après, tu vas me dire, oui, mais je ne connais pas. Donc, moi, je te donne un exemple. Par exemple... Je sais pas, moi, je vois que t'as dans un article ou sur un post, tu as dit quelque chose qui me parle, ou tu as dit j'aime beaucoup la musique. Et moi, si je veux vendre un truc à un patron de la musique, je dirais de la part d'Andrea, et je dirais, alors, il a parlé de vous dans un article qui m'a vraiment machin. Tu vois, c'est un peu capillotracté, mais au moins, trouve, en fait, ce que je veux dire par là, le hack, c'est le tout début. La première accroche, c'est qu'est-ce qu'on a en commun. Ça marchera, tu convertiras d'autant mieux que tu as donné des gages à la personne en face de toi, que tu partages des choses. Est-ce que c'est une personne en commun? Est-ce que c'est une passion en commun? Est-ce que c'est qu'est-ce que ça peut être, tu vois? Donc moi, j'essaie tout de suite, dans les premiers mails, dans les mails que je fais, dans les 2 premières lignes, c'est un truc qui nous rassemble. Après, c'est être capable de faire en très, très, très peu de lignes, de dire ce que tu vends et le bénéfice que ça a, que la personne aurait à venir t'écouter. Et tu finis ton mail avec une question ouverte, enfin une question fermée plutôt, c'est est-ce que vous auriez 10 minutes à m'accorder? Vraiment, ça, vous ne perdrez pas votre temps. Et est-ce que je peux vous appeler mardi à 17h en visio? Il y a un autre truc dont tu as parlé, on devait finir le podcast, mais ça m'a super intéressé, le côté caméléon. Le fait que tu as dit, moi par exemple je parle vite, si quelqu'un parle lentement, il faut que je passe un peu plus lentement, il faut que je me mette sur la même fréquence d'énergie. Tu vois, là j'ai le sentiment quand on discute aujourd'hui qu'on est en termes de fréquence, on parle un peu vite tous les deux quand même, j'ai l'impression. C'est ça. J'espère que c'est pas trop saoulant d'ailleurs pour les gens qui nous écoutent. On verra le Pardon, résultat. Hein. Mais est-ce que c'est une recommandation que tu donnes de, en fait, quelqu'un a envie d'acheter un produit ou un service avec quelqu'un qui lui ressemble, et du coup est-ce qu'on doit toujours un petit peu faire le caméléon et quand même, tu vois, si tu parles super vite à quelqu'un qui est super calme, en fait, ça va juste peut-être le faire chier. Ah, bien sûr, il ne t'achètera jamais. Okay. En fait, on n'achète qu'à des gens qui nous ressemblent. Tu l'as dit, ça, c'est ça que je voulais que tu précises. Si tu veux me vendre quelque chose, voilà, c'est ça. C'est en quoi tu vas... Par exemple, tu ne vas pas m'appeler Madame Barba, parce que j'ai l'impression que c'est ma mère déjà. Et puis, si tu m'appelles comme ça, je me dis merde. Donc tu m'appelles Catherine. En fait, c'est vraiment tout un travail de... Tu vas essayer de ressembler à la personne en face. Donc, effectivement... En plus, aujourd'hui, on a tous les outils à disposition. Tu peux regarder plein de vidéos sur les gens à qui tu veux vendre quelque chose. Tu peux aller lire leurs posts. Donc, tu sens un peu le ton, si ce sont des gens, tu vois, énergiques, orientés people, orientés chiffres. Le côté ressembler, ça, c'est un vrai art de la vente. Tu vois. Ok, super intéressant. Tu vois, ou par exemple, je ne sais pas si là j'ai envie d'ouvrir la conversation avec toi, je vais te demander, je vois il y a des livres là à côté de nous, et je vais dire, ah tiens, t'es intéressé par ça, et on va commencer à tirer ou si je vois que tu as une petite voiture, une petite Corvette quelque part, ou je vais dire, ah, t'aimes les voitures, moi aussi. Super intéressant ça. En fait, mine de rien, un bon sell, c'est aussi quelqu'un qui s'est préparé aussi avant d'arriver. Ah, mais c'est 90% du succès. Si moi, je veux vendre quelque chose à quelqu'un, je suis incollable sur cette personne. Super intéressant, ça. Par exemple, si tu arrives à savoir qu'il aime un groupe de musique, c'est bête, hein, on revient un peu au basique, mais bien si sûr, tu lui dis que tu es un jour allé au concert, ou je sais pas, c'est un hack, hein, même peut-être pas allé, mais ça. Tu peux créer une relation qui te permet d'ailleurs de rentrer dans le... Alors après, si c'est vrai, c'est encore mieux. Parce si que c'est vrai, du coup, tu vois, mais je pense que c'est un bon moyen, en tout cas, de faire tomber les masques de la fonction pour aller vers la personne. C'est marrant ce dont tu parles, parce que moi, quand sur LinkedIn, je prends plein de rendez-vous et de café, et moi, mon petit hack, c'est justement d'aller là où on m'attend pas, et d'aller un petit peu sur ce dont on parlait un petit peu avant, sur le côté un peu humanité, c'est-à-dire briser la glace pour parler de sujets perso, parce que je trouve que le personnel rapproche beaucoup. Tu vois, parler de business et de dire mon chiffre d'affaires et tout, je trouve que ça rapproche pas vraiment les gens, ça, tu vois.
Moi, j'aime bien l'idée de me rapprocher des gens parce que je veux savoir comment il gère, par exemple, son travail avec sa vie de famille, parce qu'il a des enfants, comment il gère les deux, tu vois. Et je trouve que ça va beaucoup plus rapprocher humainement et créer des liens solides que toi, tu fais du chiffre d'affaires, moi Bien aussi. Après, si tu m'envoies un mail pour me demander comment je gère ma vie de famille et machin, je vais te dire, mais c'est qui ce mec? Pourquoi il me demande ça? Non, mais peut-être pas en des revanche, démarrages. Quand tu m'as écrit, tu m'as dit de la part de machin, je t'écris, et donc tu as tout de suite créé le lien. Et je me suis dit, ok, après je suis allée voir, j'ai vu que tu avais fait des podcasts avec des gens que j'aime bien. Et donc, tu vois, c'est quand même comment tu crées ce cercle de sécurité, en fait, qui fait que je me sens chez moi. Hein, je suis en famille. Trop bien, génial. On va revenir sur ce petit mot-là. Encore merci pour ton temps. Merci à toi, c'est chouette. À bientôt. Merci pour l'échange, j'espère que ça vous a plu. Ouais, j'espère que ça leur a plu également. Et à bientôt. N'hésite pas à t'envoyer des emails aussi pour pouvoir échanger avec toi. Si je réponds pas tout de suite, m'en veuillez pas. Hein. En tout cas, encore merci pour ton temps et d'avoir accepté l'invitation. Et à bientôt. Bonne chance à toi, plein de bonnes choses.